En fait, quand tu es une startup, tu es tout petit, tu as une petite équipe, il faut que tu arrives à concentrer toutes les forces vives sur un truc auquel tu crois. Il faut que tu trouves l'angle qui va te permettre de faire un truc différenciant et différent des autres. En revanche, souvent, le changement, ça fait peur. Il faut que tu deviennes excellent dessus et c'est comme ça que tu as les performances. Et peut-être que, tu vois, il y a d'autres gens qui excellent dans l'influence, nous, ça n'a jamais marché pour nous. Ils ont intérêt à mettre tout leur budget sur l'influence. Hello Émeric, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, de quand date ton dernier podcast? J'aime bien poser cette question-là avant de commencer. De la semaine dernière. Sérieux? Ah, t'en as déjà fait la semaine dernière? Ok. Wow. Tu peux déjà dire le sujet ou c'est secret? Ouais, c'était dans un podcast que j'aime bien sur le e-commerce qui s'appelle Le Panier. Ah oui, je connais, oui. Je vois plein de gens qui vont sur le panier en ce moment. Ouais, c'est assez sympa. Moi, c'est un podcast que j'aime bien. Et c'était sur un sujet assez large. On a pas mal parlé retail parce qu'on était en retail, on a décidé de sortir. Donc, c'était un peu expliqué pourquoi est-ce qu'on avait pris cette décision-là. Ok, vous êtes carrément totalement sorti du réseau retail? Ouais. Ah ben, écoute, belle défense. Je sais pas si c'est d'où est venue la décision. C'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais beau challenge en tout cas. On pourra en parler. Vas-y, on en parlera juste après. On a décidé d'être 100% online, 100% abonnement et c'est plutôt bien. Donc, et vous l'avez décidé là, cette année ou l'année dernière? On a pris la décision l'année dernière. Il y a quoi? Il y a 18 mois de vraiment se focaliser sur le online et de passer moins de temps sur le retail. Et du coup, en fait, en cours d'année, on s'est rendu compte que ça servait à rien de rester en retail pour faire des tout petits volumes. D'accord, oui. Focuser beaucoup l'équipe pour peu de retours et qu'en fait, on a plus intérêt. En fait, quand tu es une startup, tu es tout petit, tu as une petite équipe et il faut que tu arrives à concentrer toutes les forces vives sur un truc auquel tu crois. Et donc, c'est vraiment qu'on a essayé de faire. On a cuté en fait tout ce qui était pas core stratégie et on s'est focalisé sur ce qu'on fait très bien, c'est-à-dire vendre de l'abonnement en direct to consumer. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. 80-20 finalement. Et j'allais dire quoi d'autre, c'est que si le retail représentait une si faible part de ton chiffre d'affaires, en effet, pourquoi le garder? Si c'était 30-40%, là, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Ouais, non, c'était en gros, on faisait en un jour de e-commerce ce qu'on faisait en un mois de retail. Ouais, voilà, c'est que ça se comprend clairement, totalement. Allez, ça marche. Eh ben justement, peux-tu te présenter peut-être aux auditeurs du podcast, nous dire un peu qui tu es, depuis quand tu es entrepreneur, avant qu'on parle un peu de 900Care et de votre acquisition? Ouais, donc je m'appelle Émeric Grange, j'ai 32 ans, je suis papa d'un petit Gaspard qui a 1 an et demi. Et je suis donc entrepreneur, fondateur de 900Care, qui est une marque d'hygiène rechargeable. On est donc vendu en ligne sur notre site 900.care et avec un système d'abonnement. Et moi, je suis entrepreneur, je suis primo-entrepreneur, donc c'est ma première boîte. Je suis entrepreneur depuis 2019. Donc 2019, été 2019, on a commencé avec mon associé Thomas à réfléchir à ce projet et à commencer à avancer. On a eu beaucoup de recherche et développement. Les premiers produits ont été shippés en décembre 2020, donc quasiment 1 an et demi après. Et donc là, on a fêté nos 2 ans d'activité officielle récemment. Ouais, c'est ça. Ouais, bah écoutez, vous êtes lancé décembre 2020, donc finalement après le Covid, parce que le Covid a démarré en mars 2020. Vous n'avez pas vraiment profité de cette fameuse Eldorado de la pub, enfin, j'ai vécu aussi, de la publicité en ligne, quoi. Pas tellement, non. Pas tellement. Ouais, après 2021, ça reste encore très correct. Ouais. C'est incroyable ça. Donc du coup, en 2 ans, tu m'as dit que vous étiez une vingtaine dans la boîte, c'est ça? Ouais, on est une quinzaine de CDI. Après, avec stagiaires alternants, on est une petite vingtaine. Ah, ça a bien grossi. Et ça a été quoi vos challenges là, ces 2 dernières années, si on prend en compte le fait que vous avez développé vos prototypes et que vous les avez lancés en décembre 2020? Bah nous, les gros challenges, t'en as 2 principaux. Alors, on vend des produits qui sont très innovants. Peut-être je vais commencer par ça parce que du coup, ça explique pourquoi c'est un challenge. Donc nous, notre produit phare, c'est le gel douche. Dans un gel douche que tu achètes en grande surface, tu as à peu près 80% d'eau, 20% d'ingrédients actifs. Et donc, tu as vraiment ce truc, c'est vraiment le point de départ de 900Care, c'est de dire, ça, c'est absurde parce que de l'eau, tu en as déjà chez toi. Et donc, quand tu achètes du gel douche, tu achètes un truc que tu as déjà chez toi. Et cette eau, elle a voyagé sur des kilomètres et des kilomètres, ça a généré plein d'émissions de CO2. Et comme tu achètes un truc qui est liquide, ça c'est emballé dans du plastique que tu utilises une fois. Et donc, l'idée toute simple, c'était de dire, nous, on va t'envoyer une bouteille réutilisable, qui ressemble à ça, dans laquelle on la voit pas pour les auditeurs, mais oui, je vois. C'est que elle est insérer des petits bâtonnets d'ingrédients actifs. Donc, en gros, c'est à la forme d'un bouchon de liège de bouteille de vin, si tu veux. Clairement. Dans ta bouteille réutilisable, tu rajoutes l'eau
de ton robinet dans ta bouteille, t'attends quelques heures et là, t'as recréé un gel douche avec le parfum, la texture, la mousse, enfin tout ce qu'on aime dans le gel douche, sauf que t'as pas transporté d'eau, donc ça génère pour un produit comme le gel douche, c'est 7 fois moins d'émissions de CO2 en moins. C'est énorme. Notamment lié au transport. Et la deuxième chose, c'est que ta bouteille, elle est réutilisable. Une fois que tu l'as terminée, tu vas remettre des bâtonnets, tu vas rajouter de l'eau et ça va recréer un gel douche et donc tu peux l'utiliser à l'infini. Indéfiniment, oui. T'arrêtes de jeter du plastique. Donc ça, c'était un peu le concept de départ qu'on a décliné sur plein de produits. On a le shampoing, la mousse pour les mains, de l'eau micellaire, du bain de bouche, un peu sur le même principe de t'as des ingrédients actifs, tu rajoutes de l'eau. On a un dentifrice sous la forme de petites pastilles à croquer. Donc, une pastille de dentifrice, c'est une dose, tu la croques et ensuite tu te brosses les dents avec une brosse à dents humide. Donc, c'est la mousse, c'est du fluor, etc. Et puis, on a aussi un déodorant stick où tu gardes... Ouais. J'avais jamais entendu ça, les petites pastilles pour le dentifrice. Jamais. Eh ben, écoute, c'est notre best-seller. Donc, voilà, c'est à la fin. Ok. Ah ouais, je vais te demander quel best-seller. Ok, je te laisse continuer. Désolé. Voilà, donc les best-sellers, c'est dentifrice, gel douche, shampoing. Ça correspond en fait aux produits que tout le monde a dans sa salle de bain. Voilà. Et puis donc, pour finir sur les produits, on a un dernier produit qui est le déodorant. Donc, c'est un déodorant, tu vas garder l'étui plastique, c'est du stick. Et l'étui va s'ouvrir et te permettre d'insérer des recharges qui, elles, sont emballées dans du carton. Donc voilà, donc toutes nos recharges, elles sont emballées dans du carton. C'est un petit étui en carton qui est tout petit, qui est hyper fin. Donc, ça fait moins de 3 cm, donc ça passe en format lettre. Donc, ça passe dans la boîte aux lettres, t'as pas besoin de te faire livrer. Enfin, t'as pas besoin en tout cas. Oui, de réceptionner le colis, ouais. Le livroir, c'est livré par la poste, par le facteur. Et donc, c'est vendu par abonnement. Donc, voilà pour le concept. Et donc, les gros challenges pour nous sur ces 2 années de lancement, la première, c'était de mettre au point le produit. C'est des produits, tu disais, j'en ai jamais entendu parler. C'est normal parce que c'est des produits qui sont hyper innovants. Donc, on est vraiment parti de zéro. Quand on s'est lancé, les gens nous disaient, en fait, c'est pas possible. Ça marchera pas de recréer texture de gel douche à partir de quelque chose de solide auquel tu rajoutes de l'eau parce que dans un process industriel, tu mélanges de la poudre avec de l'eau, mais tu as une grosse mélangeuse. Et donc là, le faire pour qu'il n'y ait pas d'action mécanique, parce que nous, notre but, c'était vraiment de dire il faut que ce soit hyper simple et que tout le monde puisse le faire. Donc là, c'est vraiment, tu mets tes 2 bâtonnets, tu rajoutes de l'eau, ça recrée le produit. Et donc, il y avait un vrai défi de formulation. Donc ça, c'est la première chose qui était très dure, le défi de formulation. Une fois que tu as fait la formule, il fallait ensuite l'industrialiser. Et pareil, en fait, en gros, tu as des gens qui savent faire du savon solide, tu as des gens qui savent faire des gels douche liquides. Et ce truc un peu hybride, en fait, il n'y avait pas de ligne de production. Donc, on a créé des lignes de production avec nos partenaires industriels. Donc ça a mis du temps. C'est pour ça qu'en fait, entre le moment où on se met à temps plein et le moment où on ship les premiers produits, il y a quasiment 18 mois. Donc ça, c'est le premier gros défi. C'est énorme. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est 18 mois. Ça, c'est vraiment les 18 mois où vous avez recherché un peu les meilleurs partenaires pour créer ce premier prototype. Voilà, la R&D, la mise en prod. Enfin, ça a été très, très long. Entre-temps, on a quand même réussi à faire un peu de pré-vente pour financer on s'est lancé sur Ulule et sur KissKissBankBank. Donc ça nous a permis déjà de créer un peu de notoriété et surtout de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour lancer les premières prods. On a eu bien succès puisqu'on a battu les records sur Ulule et KissKissBankBank. Donc, tu avais déjà il faudrait qu'on s'arrête un peu sur Ulule juste après, t'inquiète pas. Sur ta campagne Ulule, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Comment ça s'est passé? Vous l'avez fait à quel moment? Quelles étaient vos attentes? Quelle a été votre stratégie? Mais on en parle juste après. Ouais. Je garde ça en tête. Et donc, le deuxième gros défi pour une marque qui se lance, c'est on est quand même dans un secteur d'hygiène au sens large, hygiène beauté, qui est très concurrentiel. Donc, comment est-ce que tu émerges? Comment est-ce que tu crées une marque qui est différenciante? Donc, ça, c'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi. C'est quoi ton positionnement de marque? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ta marque, elle existe? Et nous, en fait, notre devise, c'est Happy Change. C'est de dire, il faut changer nos modes de consommation. Ça, tout le monde le sait. Je pense que j'apprends rien à personne, que ce soit au niveau du plastique, que ce soit au niveau des émissions de CO2. Il faut qu'on arrive à changer des choses dans notre quotidien pour générer moins de pollution. En revanche, souvent, le changement, ça fait peur. Comment est-ce que l'Option Care, c'est comment est-ce qu'on permet au plus grand nombre d'adopter des modes de consommation plus sains dans la joie et la bonne humeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a des produits qui sont hyper sensoriels. C'est pour ça qu'on a des produits qui sont hyper colorés, hyper joyeux. C'est aussi pour ça qu'on a des prix qui sont très abordables. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé toute l'expérience de livraison pour que ce soit hyper simple, que ça arrive dans ta boîte aux lettres. L'abonnement, en fait, sur des produits comme ça, c'est vraiment de la charge mentale en moins. L'expérience du tube où tu le roules à la fin parce que tu as oublié d'en racheter, ça n'arrive plus avec 915. Donc, il y a vraiment ces 2 piliers de créer un super bon produit et ensuite aussi créer une marque forte et la faire connaître. Ça a été les 2 gros challenges des 2 années qui viennent de s'écouler. Compris. Pour créer une marque forte, vous avez fait ça comment? C'est plutôt vous deux, en tant que fondateur, qui avez réfléchi à tout ça, ou vous êtes entouré? C'est toujours un truc que je me pose comme question. C'est beaucoup nous deux. On s'est fait accompagner aussi par une agence.
par différentes agences. On a commencé avec une agence qui s'appelle Retrofutur, qui a fait une première mouture de notre identité de marque, identité visuelle. Et là, récemment, on a travaillé avec une autre agence qui s'appelle Curious, où on a fait un gros rebranding, et notamment de nos packs. Et qu'on a, voilà, donc c'est le résultat pour les gens qui regarderont la version vidéo, le pack. Mais on a créé en fait la première version de 900 Care, le côté, donc il y avait toujours ce côté très coloré, mais on avait vraiment la notion, enfin, visuellement, c'était déjà des gens assez jeunes, c'était des mannequins, et c'était vraiment du color block, c'est-à-dire des gros aplats de couleurs et des gens devant. Le problème, c'est que c'était très différenciant quand on l'a imaginé en 2019. C'était beaucoup moins différenciant en 2021, 2022, voilà, les marques qui sont avec des univers très colorés comme ça, il y en avait eu plein. Oui. Même si des exemples? En fait, toutes les DNVB que tu vois sur les compléments alimentaires, pas mal d'hygiène, etc. Enfin, tout le monde avait un peu les mêmes codes visuels, donc on a voulu vraiment casser ça et on s'est recréé une grammaire visuelle avec un système de ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire des petits symboles. Donc, on a une typologie de symboles pour chaque produit. Par exemple, pour le gel douche, c'est un symbole qui a une forme de goutte, qui rappelle la douche. Pour le dentifrice, ça va être des symboles en demi-lune qui rappellent un sourire. Et en fait, ça permet de nous faire nos toiles de fond pour nos shootings photos. Donc, ça reste très coloré. Mais quand tu vois la photo, tu sais que c'est 900 Care parce que tu reconnais le système de patterns. Donc, on a beaucoup réfléchi à cette grammaire visuelle. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, vous devriez vraiment aller sur le site de 900 Care en même temps que vous écoutez pour regarder en effet les différents patterns, les différents motifs qu'il peut y avoir sur chacun des produits. Maintenant, je comprends mieux et c'est vrai que c'est assez différenciant quand on y pense. L'univers coloré, tu as raison que beaucoup de DNVB utilisent l'univers coloré. Moi, ce que je m'étais dit en tout cas, c'est que en effet, ça se remarquait beaucoup chez vous qu'il y avait plein de couleurs et j'arrivais pas. Bien sûr, le jaune et le rose ressortent plus, mais tout de même, tu as beaucoup de couleurs qui en effet viennent complémenter ce que tu dis sur le fait que vous souhaitez amener du changement dans le quotidien des gens dans la bonne humeur. Donc ça, c'est hyper clair par rapport à ça. Je sais pas si c'est encore une fois quelque chose qui était sorti de vous, c'est l'agence qui vous a aidé, mais c'est ça que je voulais savoir au départ. Ça, pour le coup, le côté coloré, ça a toujours été vraiment dans notre ADN. Donc, tous nos flacons. Donc, quand tu passes une commande chez nous, donc on a un système qu'on appelle le kit d'essai. Donc, tu vas commander ton kit d'essai, on va t'offrir le flacon. Et il va exister en plein de couleurs différentes. Donc, c'est normalement, tu trouves la couleur qui va bien dans une salle de bain. Tu choisis ton parfum. Ensuite, tu as 20 jours pour essayer. Au bout de 20 jours, on va t'envoyer un mail en disant dans 3 jours, on prépare ta commande récurrente avec tes recharges. Et là, si jamais t'es pas content des produits, tu peux te désabonner. Mais donc, voilà, cette notion de dire, tu vas créer ton kit personnalisé, tu vas trouver les couleurs que t'aimes bien et qui vont te mettre de la pêche le matin, ça a été... ça, c'est vraiment un truc qu'on a impulsé depuis le début et on garde cette identité très colorée. Le truc qu'on a changé aussi dans l'identité visuelle, c'est vraiment le côté... avant, on avait les mannequins qui étaient des mannequins professionnels, donc très beaux, mais peut-être un peu lisses et auxquels c'était difficile de s'identifier. Maintenant, sur la plupart de nos shootings photos, alors on utilise encore un peu de mannequins, mais de plus en plus, on va faire appel à des gens de l'équipe. Et donc, c'est assez sympa. Voilà, c'est un jeu auquel très intéressant, ça, pour ceux qui nous écoutent. Très intéressant. Et donc là, c'est sur les photos des produits actuels. Tu as un exemple que je puisse regarder? Sur pas mal de photos du shampoing, par exemple. Shampoing, ok. Je regarde. Tu devrais avoir des gens de l'équipe. Ah ouais, je pense, c'est possible. Une personne avec des tatouages et son enfant. Voilà. Ok. Voilà. Super cool. Alors, il y en a 2 qui ont des tatouages dans l'équipe, donc c'est soit Léonie, soit Caroline, mais en tout cas, il y a en effet, l'enfant, c'est pas, donc c'est Caroline là. Voilà, d'accord, c'est pas son enfant, je vois. D'accord, c'est pas son enfant, elle. Ok, d'accord. L'enfant, c'est un mannequin pour le coup. Mais ouais, Caroline, c'est en effet, c'est notre office manager, notre happiness manager. Ok, d'accord. Et voilà, et donc du coup, il y a plein de gens qui sont prêtés au jeu et c'est vraiment génial. Ça fait des photos qui sont... En fait, je pense que un truc qui est important dans la marque, donc on a parlé identité visuelle, je pense que le pendant de l'identité visuelle, c'est aussi le ton de marque, ce que tu racontes. Et nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment l'authenticité. Alors, c'est un mot que tout le monde utilise, mais chez nous, ce que ça veut dire, c'est typiquement montrer des gens de l'équipe. Tu vois, ça, c'est de l'authenticité parce que tu montres les vraies personnes qui sont derrière la marque. Ça veut aussi dire notre newsletter, en fait, alors, à l'origine, elle a été rédigée par moi. Maintenant, on est accompagné par une agence qui s'appelle Email Club, mais c'est toujours quelque chose où c'est moi qui prends la parole. Et donc, c'est moi qui suis à l'origine des briefs, qui relie, etc. Donc, c'est vraiment moi qui m'adresse à notre communauté. Et surtout, j'essaie de parler de plein de sujets différents
et pas seulement du commercial. Notre mission de marque, c'est la façon dont on l'a définie, c'est de dire qu'on veut être la marque qui fait naître le déclic écologique chez le plus grand nombre de gens. Ok. Comment est-ce que tu accompagnes les gens dans cette démarche-là? Et ça va être des choses, par exemple, on a fait des newsletters où on a encouragé les gens à écrire à leurs députés pour leur dire prenez en compte plus l'écologie dans vos décisions. Là, récemment, on a lancé un challenge en janvier qu'on appelle l'Eco January Challenge, un peu sur le modèle du Dry January où tu te passes d'alcool. Là, c'est chaque jour, tu as un petit défi pour être un peu plus écolo dans ton quotidien. On te demande des tips, etc. Donc, c'est pas que du commercial. On n'est pas juste à pousser nos produits. On est vraiment là dans la démarche de dire, nous, notre but, c'est qu'ensemble, on arrive à aller vers des modes de consommation plus vertueux. On n'est pas parfait, nous non plus. Il y a plein de choses qu'on apprend, mais apprenons ensemble et on y va. Merci. Je suis très aligné avec ça parce que de plus en plus, on parle des marques médias. Et ce que tu me dis là, c'est un peu un exemple de ce que peut faire une marque en tant que média via sa newsletter, via un compte TikTok, un compte Instagram, et de pousser les gens, de parler de sujets sociétaux, mais qui sont totalement reliés à votre cœur business. Donc, votre cœur business, c'est des produits d'hygiène pour la salle de bain, mais dans lesquels tu fais attention à l'écologie, parce que comme tu le disais, on émet énormément de CO2 quand on crée une bouteille de shampoing ou de savon et qu'on l'envoie ensuite. Et vous, le message, c'est de dire, en fait, il y a moyen d'en émettre 7 fois moins. C'est ça que tu disais, je pense? C'est ça, ouais. 7 fois moins, en revoyant un peu le produit, la façon dont il a été fait. Donc, c'est énormément d'innovation, parce que là, on part de une bouteille rechargeable et ensuite la matière première que tu envoies sous la forme... je suis en train de résumer le truc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, marque média, je ne sais pas si c'est un truc qui te parle, que vous avez en tête. Alors, nous, on ne se définit pas forcément comme un média, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, en gros, c'est juste que c'est un peu plus large. C'est-à-dire que l'hygiène, c'est bien sûr notre corps métier et on se bat chaque jour pour faire des super produits. Mais dans notre tête, c'est aussi un moyen d'action pour montrer que, en fait, être écolo au quotidien, c'est pas forcément compliqué si tu trouves les bonnes solutions. Et c'est pour ça qu'on dit faire naître le déclic écologique, c'est aussi ça. On veut être potentiellement le premier geste de quelqu'un qui a envie de commencer sur un chemin d'être plus écolo, qui sait pas trop par où s'y prendre. Peut-être qu'en fait, tu commences 900. En fait, le nom, il vient de 900 secondes, 15 minutes. C'est le temps que tu passes chaque matin, chaque soir dans ta salle de bain. Et c'est vraiment de se dire, utilise ces 15 minutes pour faire des petits changements dans ta vie qui vont avoir cumulé un gros impact. Et puis, on espère que en fait, de 15 minutes, après, tu passeras peut-être 1 heure, et qu'à la fin, tout ton mode de vie changera parce que tu seras rendu compte, tu seras rentré par ce point d'entrée de la salle de bain, mais on espère que derrière, D'accord. Tu changeras tes habitudes plus profondément sur plein d'autres sujets. Est-ce que ce message, comme tu l'as communiqué là, c'est quelque chose que tu as mis en valeur dans tes communications marketing, tes publicités? Pas dans les publicités, mais plus dans la newsletter. C'est-à-dire que les publicités... En fait, en gros, c'est... le point d'entrée, c'est forcément ton produit, c'est-à-dire que la première raison pour laquelle les gens vont s'intéresser à toi, c'est pour ce produit-là. Mais derrière, c'est dans toutes les communications, la newsletter, qu'on va faire ça. Un truc sur lequel on bosse, par exemple, c'est un programme de loyauté. Ouais. On appelle ça programme de loyauté. Moi, j'aime pas trop le terme parce que en fait, c'est pas tellement la loyauté. Et d'ailleurs, on est encore en train de le finaliser, mais je pense pas qu'il y aura de récompenses en cash ou en réduction ou machin, parce que je pense pas que ce soit ça. Mais en fait, on va gamifier un petit peu plein de choses. Alors bien sûr, il y a des trucs autour des commandes 900. Plus tu auras économisé de plastique grâce à 900 Care, plus tu marqueras des points. Si tu parraines un ami, tu marqueras des points, etc. Mais il y aura aussi toute une gamme de trucs autour de des actions que tu peux avoir au quotidien. Par exemple, faire le tri. Donc, tu nous envoies une photo de ta poubelle pour les déchets classiques et poubelle pour le tri. Tu envoies ça à notre service client, paf, on te crédite des points, etc. Enfin, tu auras toute une liste de critères qui vont au-delà de simplement acheter les produits pour vraiment t'accompagner là-dedans. Et donc, même si le point d'entrée c'est les produits, c'est sur le long terme que tu développes une relation et que tu crées. C'est pareil, un autre mot qu'on utilise beaucoup, c'est communauté. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pour nous, c'est ça, c'est-à-dire t'accompagner sur des sujets d'écologie et essayer de faire en sorte qu'ensemble, on avance tous dans le même sens. D'accord. Et ça, vous le faites beaucoup au travers de l'organisateur et de cette nouvelle initiative que vous allez lancer ça. Vous allez bientôt la lancer. Okay, on fait un peu tout le temps sur nos réseaux sociaux. Par exemple, là, c'est l'Eco January Challenge dont je te parlais, c'est sur Instagram. J'ai pas été voir. Ça se fait sur la newsletter. On fait aussi des choses
par exemple, là, récemment, on a lancé une campagne de crowd equity, donc on a permis à nos clients d'investir chez nous. On a plus de 2500 clients pour investir. J'ai entendu récemment, c'est il y a quelques mois, ça, j'ai l'impression. C'était, ça a eu lieu en octobre-novembre. Ouais. C'est en train de se closer parce que il y a plein de trucs légaux derrière qui sont un peu longs, mais globalement, c'est une autre façon de dire, bah voilà, la communauté, c'est aussi permettre aux gens de profiter de la croissance, d'avoir une relève, de posséder un petit bout de la carte. Ouais. On travaille ça sous plein d'angles différents, mais avec ce point commun de dire, en gros, on veut être la marque qui donne envie d'aller plus loin dans l'écologie. Exactement. Ça, c'est hyper clair. Mais vraiment, je trouve que comme message, comme tu l'as dit là, je trouve que c'est, encore une fois, je reviens sur la publicité, c'est un très bon message en publicité, je trouve. La façon de l'amener comme ça, tu sais bien que les gens achètent aussi une mission, un pourquoi, et je trouve que c'est vraiment intéressant, comme tu l'as dit. Donc, peut-être un prochain axe publicitaire, je ne sais pas. Mais par rapport au crowd et equity, crowdfunding, enfin non, c'est crowd equity, pardon. Je pense que je l'ai vu sur LinkedIn, maintenant que j'y pense. C'est possible? Ouais, bien sûr, on a beaucoup communiqué sur LinkedIn. C'est un bon réseau pour ça, parce que t'as plein de gens qui potentiellement à fort pouvoir d'achat, etc. C'est un réseau plus de professionnels, de cadres, etc. C'est typiquement les gens qui sont susceptibles d'investir là-dedans. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a beaucoup communiqué auprès de notre base. Notre base, elle est très diverse, elle est très représentative de la France. On a une majorité de gens qui vivent dans les petites villes ou à la campagne. Oui. On a une minorité de cadres, donc la majorité des gens, c'est des gens normaux. Donc pas forcément les gens où tu te dis ah oui, ils vont investir dans une startup, tu vois. Et en fait, on a eu beaucoup de nos clients qui ont investi. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que alors on a battu le record du nombre de personnes qui ont investi sur une campagne en France sur la plateforme ProCube. Donc on a eu beaucoup d'investisseurs, mais parallèlement, je pense qu'on avait un des tickets moyens, en tout cas un des tickets médians les plus bas. Parce que, on a permis d'investir à partir de 2 actions, donc un peu moins de 16 euros. On a plein de gens qui ont investi pour 16 euros. Et c'est plus le côté symbolique de, je participe à l'aventure. Et nous, on trouve ça trop cool. Ouais, c'est clair. Vraiment hyper intéressant. Oui, j'allais te demander si c'était sur Caption ou sur une plateforme comme ça, mais tu m'as dit CrowdCube. Ok. Ouais, CrowdCube, ouais. Vraiment intéressant. Et justement, pour revenir au crowd, cette fois-ci, au crowdfunding. Donc là, le crowdfunding, vous l'avez fait en 2019 ou 2020? 2020, été 2020, d'abord sur Ulule. Donc là, la différence, juste pour bien expliquer, ce qu'on appelle le crowd equity, c'est permettre à tes clients d'acheter des actions de la société 900 Cards. Ils investissent. Ouais. Le crowdfunding sur Ulule, c'est différent, c'est de la prévente. Donc en gros, tu représentes le projet, tu dis voilà ce qu'on est en train de créer. Est-ce que tu vas acheter un kit maintenant que je t'envoie dans 6 mois? Et donc pour nous, la logique, c'était de dire on lance ça parce que on sait que le temps de développement est long. On avait fini toute la partie formulation, design, etc. Donc, on avait tous les protos, on savait que les produits étaient bons, mais il fallait du temps pour produire et il fallait surtout de l'argent pour lancer les productions. Donc, on a présenté notre projet et on a eu de la chance parce qu'il a été, je sais pas si c'est un mélange de chance, sans doute des choses qu'on a bien faites, mais il a été très soutenu. On a battu le record pour un projet hygiène beauté sur Ulule. Ensuite, on a fini Ulule. À l'époque, on pouvait pas étendre les campagnes. Donc, on a eu beaucoup de demandes de gens qui n'avaient pas investi. On a relancé sur KissKissBankBank. En parallèle, on a eu une vidéo dans Brut et c'est reparti encore plus fort parce qu'on a battu notre record d'Ulule sur KissKissBankBank. Donc, on était à un moment la campagne hygiène beauté qui avait le plus de ventes sur les 2 plateformes. Et ça nous a permis de collecter de l'argent en avance de phase pour financer des grosses productions. D'accord. Oui. Mais on a financé 100. Et comment vous avez battu ce record-là? Vous avez fait une campagne pour avoir un maximum d'adresses email avant que ça commence? Vous avez fait de la publicité? Ou comment ça s'est passé? On a fait plein de choses, mais en effet, on a fait un gros programme d'échantillonnage, notamment du dentifrice, ce qui nous a permis 2 choses, de collecter des adresses mail et les gens intéressés par le projet, mais surtout d'avoir plein de retours sur le produit. Et donc, c'est ça qui a bien marché. On avait mis des petites pubs en disant tester notre produit gratuitement et en échange d'un feedback. Et donc, on a envoyé plein de produits. Ah, d'accord. Et ensuite, on a envoyé des questionnaires détaillés. On avait plein de retours sur qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ça nous a beaucoup aidé en fait dans la R&D. Et en gros, au bout de 2-3 itérations, on a su que c'était bon et qu'on pouvait lancer le produit. D'accord. Donc au départ, vous donniez le produit gratuitement contre un feedback, et puis après vous avez lancé sur crowdfund, pardon, sur Ulule. Okay. Ouais. Et vous avez déjà une base parce que les gens avaient donné leur adresse email en échange du produit gratuit. Exactement. Ok, vraiment intéressant. Là, vous pouviez vous le permettre puisque ces produits-là ne coûtaient pas beaucoup à la production. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu vous donniez
une chaise ou Exactement. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pouvez envoyer 5 pastilles. Et en fait, 5 pastilles, ça coûte vraiment pas très cher. D'accord, oui. C'est le côté, en fait, échantillonnable facilement. Si on avait fait un dentifrice normal, je pense qu'on n'aurait pas pu. En tout cas, là, on a eu des milliers, enfin des dizaines de milliers de bêta-testeurs. On n'aurait pas pu envoyer 10 000 dentifrices en tube, tu vois. Ah ouais, ça aurait été compliqué, ouais. Ça aurait été compliqué. Et ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il faut. C'est un truc, quand tu montes un projet, il faut que tu trouves l'angle qui va te permettre de faire un truc différenciant et différent des autres. Et pour nous, c'était le fait que nos produits, justement, les petites pastilles, ça prenait, tu vois, ça rentrait dans une enveloppe, je pouvais en mettre 4-5 facilement et ça me coûtait pas cher à produire, pas cher à payer. Ouais. Parce que c'était un timbre. Et donc, ça te permet d'avoir plein d'adresses email pour pas très cher, plein de feedback clients pour pas très cher. Il y a plein d'autres produits. Ça, tu vois, tu vends des baskets ou une chaise, en effet, ça se prête pas du tout à ça, mais il y a plein d'autres trucs que tu peux faire parce que tu vends une chaise super design, tu vas aller la mettre dans des lieux un peu branchouilles où il y aura une belle couverture Instagram. Nous, avec nos pastilles, c'était pas forcément le levier qu'on a exploité, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous avez innové d'une manière ou d'une autre, parce que j'avais jamais entendu justement que t'envoies le produit en échantillon et que comme ça, tu récoltes des dizaines de milliers d'adresses email. Donc, et ça, vous avez communiqué ça comment? Via une publicité ou via votre réseau? Ouais, via une publicité. Après, des petits mécanismes de gamification. On a utilisé un outil qui s'appelle Kickoff Lab, qui gamifie le partage. Donc, si tu partageais X personnes, tu avais aussi un échantillon de gel douche, etc., etc. Ah, c'était très intelligent ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour l'info. Je retiens. C'est bon à savoir. J'aimerais bien maintenant passer à un autre sujet. C'est finalement votre réussite. C'est que vous êtes bien développé en 2 ans, comme tu l'as prouvé. Non, 3 ans, 2020, 2021, 2022, excuse-moi. Donc, ouais, 2 ans parce que c'était vraiment, on a lancé le site en décembre 2020. Donc. Ah non, excuse-moi. Non, c'est décembre 2020, donc 2 ans. Voilà, je me disais bien que c'était 2 ans. Ouais. Donc 2 ans, et tu me disais que le marché des produits d'hygiène, donc là tu me disais en off que c'est un marché qui est peu pénétré en e-commerce. Donc selon toi, quels ont été les facteurs de succès de votre marque dans ce marché-là qui est peu pénétré? En fait, c'est que donc c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur le fait qu'on essaie de faire des choses différemment. En gros, l'idée c'était de se dire est-ce qu'on a envie d'être la énième boîte qui fait une marque de niche qui est vendue en retail, etc. Et nous, c'était pas forcément ce qui nous excitait, et surtout c'était pas ce qui correspondait aux caractéristiques du produit. Et donc nous, on s'est dit on va se lancer ce défi un peu fou d'essayer de craquer le modèle du e-commerce dans l'hygiène. Donc si je regarde le marché de l'hygiène en France, c'est un marché où la pénétration e-commerce est très faible, c'est-à-dire que sur 100 € dépensés en hygiène, t'en as 10 qui sont dépensés en ligne, 90 qui sont dépensés sur des canaux physiques. Sur des marchés comme l'électronique, c'est 50-50, et en moyenne sur les produits de consommation, c'est plutôt 30 en e-commerce, 70 en physique. Donc, tu vois, la pénétration du e-commerce sur cette catégorie, elle est 3 fois inférieure à la moyenne et jusqu'à 5 fois inférieure aux catégories leaders. Okay. Sauf que quand tu réfléchis d'un point de vue client, c'est pas du tout logique que ce soit si faible, parce que la plupart des gens, en tout cas une grande partie des gens, ils vont acheter tout le temps le même dentifrice, tout le temps le même déo, tout le temps le même gel douche. C'est des produits que tu peux très bien choisir en ligne. T'as pas forcément besoin d'être en magasin. Et ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait passer du temps au rayon dentifrice. Et donc, ça avait un peu cette interrogation de dire mais pourquoi est-ce que c'est pas plus élevé? Et on a compris que la raison pour laquelle c'était pas plus élevé, c'est pas un problème de demande. Les gens seraient prêts à commander leurs essentiels de la salle de bain en ligne. C'est vraiment un problème d'offre. Oui. Un problème d'offre à 3 niveaux. C'est que pour faire un business e-commerce rentable, il faut d'une part avoir un produit sur lequel tu peux marger avec les frais de livraison. Sauf que quand tu vends du gel douche, c'est un produit qui vaut pas cher et qui est très lourd parce qu'il est plein d'eau, et donc tes frais de livraison sont très élevés par rapport à la valeur du produit. Donc, c'est difficile de faire un truc rentable. Un moyen de rendre le truc rentable, c'est de vendre plein de produits en même temps. Personne. Le problème, c'est que quand tu es, les grandes marques historiques de gel douche, de dentifrice, justement, c'est des marques de gel douche, de dentifrice, ils peuvent pas te vendre 25 gel douche et ils peuvent pas te vendre d'autres produits parce qu'ils sont monomarques. Donc en fait, ils peuvent pas faire de ce qu'on appelle le cross-sell, te vendre plusieurs produits. T'as raison. Et enfin, comme c'est des produits, en tout cas des marques qui ont pas encore creusé le modèle de l'abonnement, le taux de repeat est assez faible. Et tu le sais aussi bien que moi, faire en sorte que les gens ils viennent sur ton site pour passer une commande, c'est compliqué. Donc quand tu as un produit qui vaut pas beaucoup, pas très cher, sur lequel tu marches pas beaucoup parce que tes frais de livraison sont élevés et où tu dois payer à chaque fois pour que les gens ils reviennent sur ton site, l'équation économique, elle a pas beaucoup de sens. Exactement.
pour un acteur traditionnel. Sauf que nous, on a changé plein de paramètres là-dedans. Le premier paramètre, c'est le poids. Donc, quand je t'envoie un gel douche, en fait, je l'envoie un dixième du poids. Nos bâtonnets, ils font 24 grammes pour un gel douche de 250 millilitres. Donc, oui, pour 250 millilitres égale 250 grammes, hein, je reprécise. C'était ce qu'on apprenait à l'école. Environ 10% du poids et ça coûte entre 2 et 3 fois moins cher à expédier. On arrive à vendre plusieurs produits à chacun de nos clients parce qu'on a cette logique de gamme. Comme on s'est lancé tout de suite comme une marque qui a dit je vais être l'endroit où tu vas acheter tous tes produits au même endroit, oui, excuse-moi, j'avais failli oublier, désolé de t'interrompre. C'est qu'en effet, vous êtes lancé multigamme et pas juste on est les experts du shampoing. C'était plutôt, on fait tout. Ok, voilà. Donc, en effet, tous les produits dont je parlais, en fait, au début, on avait dentifrice, gel douche, déo. On a rapidement rajouté la mousse main. Et après, on a enrichi la gamme au fur et à mesure du temps. Mais depuis le début, on avait cette vision de dire, si tu veux vraiment que ce soit pratique pour les clients, tu vas pas avoir un abonnement de dentifrice sur un site, un abonnement de gel douche sur un autre site. Il faut que tu puisses tout centraliser. Donc, tu avais une vraie valeur de praticité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait au départ. Mais le côté intéressant, c'est que du coup, on a des clients qui vont prendre plusieurs produits et ça va rentabiliser en fait nos frais d'expédition, enfin de permettre de les amortir sur une plus grosse valeur de panier. Et enfin, avec l'abonnement, on a un très fort taux de rétention, un très fort taux de repeat, ce qui fait que ton client, tu le fais venir une fois sur ton site et ensuite, s'il est content, et comme les produits sont bons, la plupart de nos clients sont contents, ils reçoivent le produit de manière très récurrente. Oui. Et donc, tu vois, quand tu mets tout ça bout à bout, ça fait que on a un modèle où on peut gagner de l'argent en e-commerce, là où toutes les grandes marques peuvent pas le faire. Et c'est hyper intéressant d'être les seuls à faire ça parce que du coup, ça te crée un avantage concurrentiel de dingue. Et c'est une des raisons, on en parlait en entrée quand tu parlais de l'autre podcast où pourquoi on est sorti du retail, c'est que dans le retail, on n'a pas du tout ces avantages comparatifs-là. Ah non. Ils viennent, ils en prennent 1, 3 euros et puis voilà quoi. Voilà. Et puis en plus, c'est tout petit. Donc bon, déjà, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Et en gros, comme t'as pas de pub vidéo avec la démonstration, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Le produit est tout petit. Et à côté, t'as des packs qui sont remplis d'eau, qui sont gigantesques. Donc la perception de valeur, déjà, ils te voient pas dans le rayon, mais en plus, la perception de valeur est pas très bonne. Et en plus, ils t'achètent un produit, mais vu que les produits sont à différents endroits, ils vont jamais t'en acheter plusieurs. Donc en fait, je comprends, ouais. Et tu vois, c'était malheureusement, là, comme vous l'avez conçu, c'était conçu pour réussir dans l'e-commerce, mais c'était voué à l'échec dans le retail, si on t'écoute. Exactement. Et donc, et donc, tout le truc, c'est de dire, nous, on trace notre sillon, on essaie de voir où est-ce que sont nos forces et d'être super focus là-dessus. Et on pense que c'est ça qui a vachement de valeur, c'est de craquer un truc qui est beaucoup plus pratique pour les clients, qui est rentable pour nous et qui est bon pour la planète. Et en fait, tu as vraiment ce triptyque-là qui nous anime. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai vraiment retenu là comme ça, c'est que vous avez fait une innovation dans le produit et innovation dans le modèle d'affaires. C'est-à-dire, on ne vend pas un produit à la fois, on en vend plusieurs d'un coup avec un système d'abonnement, chose que personne ne fait. Ouais. Après, je te dirais, ce que pourrait te dire le Oral-B du coin, enfin les grosses marques, c'est de dire, t'es pas spécialisé dans les dentifrices, on est spécialisé là-dedans. T'es pas spécialisé dans les gels douche, on est spécialisé là-dedans. Ça peut être une objection, mais après, le but n'est pas de cibler tout le monde. Donc, ça peut être une objection, mais après, nous, on se met, vraiment, notre promesse produit, c'est de dire, c'est tout aussi agréable, tout aussi efficace que les produits que tu vas acheter par ailleurs. C'est en plus des formules qui sont naturelles, qui sont hyper bien notées sur les différentes apps, type Lucas & Co. Oui. Et c'est made in France. Et en fait, le truc, tu vois, sur le dentifrice en particulier, on est approuvé par l'UFSBD, donc l'Union française de la santé bucco-dentaire. Donc notre dentifrice est validé par les professionnels en disant, c'est un dentifrice qui est très bon et qui marche très bien. Et on a été élu meilleur dentifrice solide par 60 millions de consommateurs qui sont on a eu 16 ou 16,5 sur 20, alors que c'est plutôt des revues qui ont tendance à être assez critiques dans leur revue. Donc voilà, tout ça fait que j'entends la critique et je pense que c'est une vraie barrière sur les sujets d'hygiène, c'est une vraie barrière d'asseoir ta crédibilité. Mais en tout cas, en termes de performance produit, je pense qu'on n'a pas du tout à rougir. Et d'ailleurs, par rapport aux autres. Non, mais je donnais cette objection-là exprès, pas parce que c'est moi qui l'ai, mais vraiment intéressant. De toute façon, je suis sur la page produit du dentifrice, du dentifrice. Et en effet, c'est bien mis en avant que vous êtes meilleur dentifrice solide par 60 millions de consommateurs, recommandé par l'Union française. Enfin bref, je vais pas tous les faire. Et bien vu, c'est très bien vu. Et ça, c'est pas facile, c'est que vous l'avez pas eu dès le départ. Je suppose que vous l'avez eu avec le temps. Non, c'est parce que c'est aussi pour ça que ça a été long à lancer. C'est qu'on a mis, tu vois, il y a un produit, le produit évident quand tu as fait gel douche, dentifrice et déodorant, c'est le shampoing. Sauf que le shampoing, on a sorti en septembre 2022.
D'accord, il n'y a pas longtemps, oui. On a ouvert le site tu vois, donc on l'a sorti quasiment après 2 ans après l'ouverture du site, 3 ans après le lancement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis vachement longtemps à sortir une formule dont on était satisfait et où on pouvait se dire, on aurait pu lancer une merde, tu vois, ça c'était rapide de lancer un truc. Je comprends. Il y a bien quelques papins qui vont l'acheter, mais en fait, notre promesse, c'est vraiment de dire, on sort pas un produit tant qu'on n'est pas convaincu que le truc va être génial et que nos clients ils seront contents de l'utiliser, parce que finalement, notre business, c'est un business de récurrence. C'est-à-dire que si notre produit il est merdique et tu vois, nous, on vend un kit d'essai qui est vraiment pas cher. Le kit d'essai, comme je te disais. 3,50, hein. Ouais, c'est ça. Si tout le monde se désabonne, nous, on gagne pas d'argent. Parce qu'en fait, 3,50 €, clairement, c'est un prix d'appel. Et on gagne de l'argent quand les gens y rechargent. Donc, on est obligé d'avoir des super bons produits qui soient tout aussi efficaces que les produits. D'autant plus que la personne qu'on cible, c'est vraiment cette personne qu'on appelle l'écolo débutant. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de s'y mettre, mais qui utilise encore des produits traditionnels. Et donc, si le produit n'est pas à la hauteur, rapidement, tu te dis, non, attends, je vais racheter mon shampoing habituel et puis tant pis. Donc, c'est sûr que c'est un défi. C'est sûr que quand tu es une jeune marque, tu dois prouver ta crédibilité sur ces trucs-là. Mais c'est pour ça qu'on se met des barrières ultra élevées en termes de... Ouais. C'est ça que mais t'as bien fait de le dire. Et c'est vrai que ça que je voulais dire, c'est qu'en effet, la crédibilité dans ce type de marché, elle est ultra importante. Parce c'est un peu ce que je disais avec Spring il y a quelques mois quand je les avais eus, c'est que tu te bats contre des mastodontes. Donc, logiquement, tu dois être crédible sur ces produits-là, notamment le dentifrice, qui est quand même un truc plus sensible que le gel douche, je trouve. C'est mon avis. Ouais, c'est clair. Et pour revenir sur le shampoing que vous avez lancé il y a 4 mois, c'est vrai que le shampoing, là aussi, c'est un truc exigeant. Il y a pas mal de marques qui sont experts du shampoing. Je pense notamment à L'Oréal. Je pense qu'on connaît pour ça. Et du coup, je vais te poser la question, comment ça se passe quand vous voulez lancer un produit? Qu'est-ce que vous mettez en place pour créer le produit? Donc, c'est-à-dire, vous avez l'idée de lancer un shampoing. Comment ça se passe? Recherche, R&D, développement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce processus-là chez vous, chez 900 Car? Je vais te montrer déjà, je vais tourner mon écran pour les gens qui regardent. Pour regardant la vidéo, oui. Derrière moi, en fait, en face de moi, il y a un travail. Voilà, donc là, il y a Paola qui est au travail. Et globalement, on est, je pense, une des rares marques, si ce n'est la seule marque un peu digital native qui fait sa R&D en interne. C'est-à-dire que dans nos bureaux, on a un labo, on a des gens qui travaillent et ils formulent toute la journée. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Parce que d'une part, nos produits sont très innovants et donc du coup, la R&D, c'est une part importante de notre activité. C'est-à-dire que créer des produits conventionnels, en fait, ça n'a pas tellement de sens d'internaliser les R&D dans le sens où il y a beaucoup de formules qui existent déjà sur étagère que tu peux aller customiser un peu à la marge. C'est ce que font beaucoup de marques. Mais du coup, tu as des formules qui sont un peu les mêmes que tout le monde à la marge, alors que nous, on crée vraiment tout de zéro. Donc, tu as toute une phase de R&D. Donc, en fait, ça commence par un brief produit. On se dit, voilà, on peut faire un shampoing. Il faut que ce soit un shampoing qui... Alors, le premier shampoing qu'on a sorti, c'est un shampoing pour cheveux normaux. Tout cheveux, quoi. Là, on est en train de bosser sur des déclinaisons aussi pour cheveux bas, cheveux secs. D'accord. Plus de temps pour développer parce que on n'est pas encore content du résultat. Mais là, c'est on est dans la phase où on a validé une formule et donc on va avancer sur les étapes d'après. Mais donc, globalement, tu as toute une phase où on fait un brief. L'équipe commence à formuler. On a ce qu'on appelle nos tests 9 sensoriels. Donc, c'est les tests sensoriels. On fait en interne. Donc, toute l'équipe repart avec des petits shampoings, machin, le test. Il y a un sondage qui est envoyé avec une note sur plein de paramètres. Nous, c'est ce que tes cheveux sont plus secs, moins secs. Est-ce que tu te laves plus souvent, moins souvent, etc. On analyse les notes. On a un seuil très élevé pour passer à l'étape d'après. Il faut qu'on ait au moins 4,5. Okay. Quand on a 4,5, ça veut donc du coup à chaque fois, 4,5 sur 5. 4,5. On sait jamais encore une fois. Et donc dès qu'on est à 4,5 sur 5, donc ça veut dire que potentiellement on va itérer 2, 3, 4 fois avant d'avoir une formule qui passe la barre. Une fois qu'on a une formule qui passe la barre, là on a un pool de gens, de clients fidèles à qui on va demander de bêta tester la formule. On va faire une première prod de 500 personnes et on va envoyer à 500 personnes. Pareil, on prend les retours. Si on n'a pas 4,5, on repart à la paillasse jusqu'à qu'on a 4,5. Et une fois qu'on a 4,5, la formule est validée. Et là, on peut la... Mais du coup, c'est des cycles de développement qui sont hyper longs. C'est hyper long. Ça se fait pas en un jour, quoi. Non, et surtout, c'est pas prévisible facilement. Et après, donc, une fois que tu as validé la formule, là, c'est pas fini puisque derrière, il faut que cette formule, elle puisse être industrialisée. Donc là, tu as tout un travail avec nos partenaires industriels pour essayer la formule, voir est-ce que ça compacte bien, est-ce que le bâtonnet est stable, est-ce que la machine arrive à tourner à la bonne cadence, est-ce que la poudre colle pas trop, etc. Et en fait, tu vas aussi tweaker la formule. Donc, tu as encore des itérations là pour que la formule aussi te permette de bien industrialiser. Donc, c'est des process qui sont très complexes, très longs. Et c'est pour ça qu'on a internalisé la R&D, mais on est trop content parce que
bon, déjà, ça nous permet de créer des super produits et puis c'est quelque chose qui est très différenciant. Et du coup, ça a été internalisé dès le départ ou justement au contraire, au départ, c'est mais assez récemment, ça va faire... Assez vite. Ouais, enfin, assez vite. Ça nous prend 18 mois que... 18 mois, d'accord. Ça fait 1 an et demi, alors sachant que ça fait, vas-y, je me trompe plus, 2 ans que vous êtes réellement lancé. Ok. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'était hyper intéressant. J'ai pas beaucoup l'habitude d'aborder ce sujet sur le podcast, le sujet finalement de R&D, de développement de produits. Et merci pour ta transparence là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un focus plutôt sur l'acquisition. Où vous êtes plutôt bon. Hein. Moi, c'est comme ça que je vous ai forcément connu. C'est sur Facebook, Instagram, c'est via votre compte Instagram aussi. Quels ont été vos canaux d'acquisition au début? Voilà, je te laisse me dire. Ouais, au début, en fait, l'idée, c'est assez marrant parce que, en gros, l'histoire de 900K, c'est l'histoire de se refocuser sur les trucs qui marchent. Et au début, forcément, tu vas tester plein de trucs. Donc, on a testé de l'influence, du Facebook Ads, du Google Ads, du YouTube Ads, du Snap, du TikTok plus récemment. On a même fait un peu d'affichage métro, de la télé, etc. Ok. Donc, on a fait plein de trucs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc sur lequel on était très bon, c'était les ads sur Facebook et Insta. Et à un moment, en fait, on s'est dit, on va faire que ça et on va le faire. En gros, l'objectif qu'on se donne, c'est de dire, il faut qu'on devienne les meilleurs du monde là-dessus, les meilleurs du monde sur le e-commerce, donc meilleurs du monde sur les ads, meilleurs du monde sur le site, meilleurs du monde sur ensuite le CRM et la rétention, et se focaliser 100% là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment des trucs qui sont bêtes, dit comme ça, mais c'est logique en fait. Tu vas conserver ton attention, ton temps et ton argent, ce dans quoi tu es le meilleur. Bon, après, je sais pas à quel point les performances étaient disparates entre Facebook, Instagram, Google, la TV, Snapchat, TikTok. Mais si vous choisissez de focus 80% de vos efforts là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est même 100. Maintenant, c'est 100%. 100%. Vous faites même pas de Google. Et là tu me... On fait un tout petit peu de search, mais... mais ça, c'est important quand même, le branding. Tu sais bien quand on tape ton nom, on sait jamais. Mais toi, 900K, ça reste un nom quand même relativement... Ça, on fait les trucs défensifs sur les mots-clés qui sont très affinitaires. Mais tu vois, typiquement, pour nous, le SEO, c'est pas du tout un levier. C'est vrai? Ok. Non, parce qu'en fait, personne... T'as déjà fait une recherche sur du dentifrice? Non, mais t'as raison. Enfin, c'est vrai que sur le coup, non, j'ai pas fait. C'est ça tout le défi là aussi. Enfin, c'est bien comprendre la nature de ton produit. C'est-à-dire que nous, il y a personne qui se lève le matin en se disant putain, j'ai vraiment très envie de changer de dentifrice. Donc nous, il faut qu'on crée le déclic. Le déclic, c'est des vidéos que tu vois et qui t'interpellent parce que tu apprends un truc que tu savais pas, par exemple, que dans un dentifrice, dans un gel de douche, il y a que de l'eau. Et du coup, tu dis c'est vrai que c'est con d'acheter de l'eau et du coup, on peut faire. C'est logique. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que souvent, quand tu te lances, tu te dis, ouais, c'est hyper important de diversifier mes sources d'acquisition. Et sans doute, c'est vrai, si tu arrives à faire très bien plusieurs sources d'acquisition, c'est super. La réalité, c'est qu'avant de taper 50 millions de chiffre d'affaires, je pense que tu peux scaler. Enfin, le mythe de on peut pas scaler sur Facebook, en fait, non. Tu dois l'entendre beaucoup, toi. Tu dois l'entendre beaucoup. C'est le mythe de on peut pas scaler ou on peut pas scaler que avec un canal. Tu te dis, en fait, c'est pas le cas pour nous, quoi. En fait, je pense que c'est vrai à long terme. Et à long terme, 900K, ce sera pas que sur un seul canal. Mais au début, dans les premières années de ton existence, il y a quasiment tout le monde qui est sur Facebook en France. Tu peux toucher quasiment tout. Enfin, tu vois, c'est un levier de dingue pour Facebook, Insta, c'est des leviers de dingue pour aller chercher des clients. Donc il n'y a pas de. En fait, on s'est beaucoup décomplexé là-dessus. On entendait beaucoup de choses en mode les CAC augmentent sur Facebook, etc. Et tout ça, c'est vrai. Enfin, en tout cas, les CPM augmentent, c'est vrai. Nous, les CAC ont plutôt baissé parce qu'on a fait. Mais en fait, c'est sûr que pour trouver ton canal, il faut que tu deviennes excellent dessus. Et c'est comme ça que tu as les bonnes performances. Et peut-être que, tu vois, il y a d'autres gens qui excellent dans l'influence. Nous, ça n'a jamais marché pour nous. Okay. En tout cas, ça a toujours été beaucoup trop cher sur les posts sponsors, machin, par rapport à ce que ça nous rapportait. Mais il y a des gens qui font ça excellemment bien et ils ont intérêt à mettre tout leur budget sur l'influence. Ouais. Mais c'est ça le message que je voulais faire passer, c'est qu'en effet, s'il y a un truc que tu fais excellemment bien et qui marche extrêmement bien, mets la plupart de ton budget là-dedans et cherche pas à aller trop, enfin sur tous les canaux possibles et imaginables parce que c'est ce que l'on lit sur LinkedIn, c'est ce qu'on entend. Je suis quand même le premier à dire qu'il faut quand même diversifier ses canaux, mais dans le cas où Facebook, Instagram, ça surperforme, faut pas hésiter, quoi. Moi, je pense que Facebook, Instagram et Google, c'est les deux, on va dire, canaux, on va dire. Piliers, on va dire, c'est les deux fondations. Alors, comme tu disais, Google, dans votre cas, c'est un peu particulier parce que les gens ne cherchent pas un dentifrice, shampoing
à moins que ce soit des termes peut-être très spécifiques, il ne doit pas y avoir beaucoup de volume. Tu parlais des stratégies d'offensive, ça fait sens aussi pour les gens qui cherchent votre nom de marque et qui veulent enchérir dessus ou peu importe. Et même le display, je suppose aussi que vous y pensez quand quelqu'un a été sur votre site et qu'il n'a pas converti, qu'il revoit des pubs sur d'autres sites web, pourquoi pas. Mais globalement, ça fait sens. Et donc, si, avant de parler vraiment de Facebook et Instagram en détail, TikTok, ça n'a pas marché? TikTok, si, c'est un truc qu'on teste un peu en on and off. C'est très bien en visibilité, en haut de funnel en fait, mais en perf, c'est un peu plus difficile à lire comme résultat. Et je pense que sur TikTok, il faut vraiment des créas. En fait, en gros, le truc de TikTok, c'est qu'on a réussi à craquer, on a réussi à avoir quelques créas très bonnes, mais là où une bonne créa sur Facebook, tu peux la runner pendant des mois et des mois, une bonne créa sur TikTok, au bout de 2 semaines, elle s'essouffle. Ok, vraiment intéressant. Pour être good sur, en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les créas de pub, on a l'impression que les gens ils se lassent super vite sur TikTok. Peut-être que c'est l'algo aussi qui pousse, tu vois, qui pousse à renouveler à fond. Mais du coup, en termes de besoin de créatif sur TikTok, déjà c'est des codes différents. Donc, on a recruté quelqu'un qui est très fort là-dedans pour parler à cette cible. Donc ça que tu connais. On le salue, on salue Rowan. C'est vrai que sur le coup, j'ai été bête, j'ai dit pourquoi vous faites plus TikTok alors que si vous faites encore avec Rowan. Donc du coup on continue, mais c'est vrai que c'est pas une part majoritaire de nos investissements. Rowan il est excellent là-dedans, mais c'est vrai que vu que Insta ça marche très bien et que quand on trouve une créa winner sur Insta ou Facebook, on peut la garder longtemps. L'investissement de temps pour créer une créa sur TikTok qui va marcher pendant 2 semaines puis après qui va s'essouffler, c'est aujourd'hui un peu moins intéressant. Maintenant, je suis persuadé que c'est un des canaux d'avenir. A priori, Facebook, ça va faire plutôt comme ça et TikTok, ça va faire plutôt comme ça. A priori, ouais. Après, en termes de peut-être de rétention des utilisateurs et de croissance, mais niveau publicitaire, je pense que Facebook vont rester les kings, à mon avis, social media. En tout cas, je l'espère. Ce que j'allais juste dire, c'est que j'ai entendu un tips d'une agence que je connais qui m'expliquait qu'en gros, ils ont tendance à découvrir des bonnes créas sur TikTok et ensuite les tester sur Facebook, mais que l'inverse ne se produit pas. Donc, en gros, tu peux tester des créas sur TikTok pour pas trop cher, tu vois lesquelles prennent bien, et celles qui prennent bien sur TikTok, généralement, prennent bien sur Facebook et Insta. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui m'a dit. Vrai, notamment sur les placements Reels, etc. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est clair qu'aujourd'hui, si on pourra en parler après, mais le fait de faire des campagnes Reels, spécifiques pour les Reels, c'est hyper intéressant, je pense. Surtout si vous faites beaucoup du GC. Avec toi, je vois que tu es souvent dans les contenus en train de tester les produits ou expliquer pourquoi vous avez fondé la marque. Ça reste hyper intéressant dans votre cas à vous. Voilà. Mais j'ai pas trop anticipé la partie Facebook Ads, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Je voulais juste peut-être, avant d'enchaîner cette partie-là, est-ce que tu as une idée entre acquisition payante et organique, c'est quoi un peu la répartition entre les deux? Est-ce que tu as l'impression que tout vient de l'UPayant ou est-ce que tu as quand même une partie non négligeable qui vient de l'organique? En fait, ça dépend ce que tu appelles organique et payant. Oui. En fait, en gros, disons que le payant amplifie l'organique. Oui, c'est vrai. Pour dire, en fait, en gros, on a une partie non négligeable qui vient de l'organique. Okay. Mais si je coupe le payant demain, cette partie-là, elle va aussi diminuer. C'est-à-dire que chaque client que je recrute en payant, je sais qu'il va parler à d'autres gens. Et au bout d'un moment, ce truc, tu sais, c'est le truc du Covid, c'était le coefficient de viralité là qui va être supérieur à 1. Quand c'est supérieur à 1, ça veut dire que chaque personne va en parler à plus d'une personne et donc le truc croît de manière exponentielle. Quand c'est inférieur à 1, au moment, ça meurt. Aujourd'hui, ça existe. Alors, je pense que ça n'existe pas les marques qui ont des coefficients supérieurs à 1. Donc, si tu recrutes pas de nouveaux clients en mettant du payant, à un moment, ton bouche à oreille il se termine parce que tu vois, t'en as parlé à ta mère, à ta sœur, à ta copine et à ton meilleur pote. À un moment, tu vas pas en parler à chaque personne que tu rencontres. Donc, le taux de viralité, si tu injectes pas du 109, donc c'est pour ça que, je pense que les deux sont un peu indissociables finalement quoi. Et surtout si tu veux avoir une croissance rapide, il faut que tu mettes un peu d'essence dans la voiture en permanence. Ouais, encore une fois, je te salue pour ça parce que tout le monde ne pense pas comme toi et se disent que le payant vient nourrir l'organique et vice versa. Parce que l'organique vient aussi nourrir le payant. Si tu fais de la publicité payante et que ton compte Instagram il est vide, il est vierge, qui raconte pas d'histoire, ça marche moins bien. Ouais. Donc, mais ok, mais c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi. En fait, je pose la question parce qu'il y en a qui sont vraiment qui mesurent vraiment chaque canal ou chaque canal. Ils disent ok, Facebook payant c'est 30%, Instagram c'est environ 10%, et influence c'est 10%. Ok, mais toi t'as pas l'air d'être comme ça, t'es plus dans la globalité. Ouais, mais si on mesure quand même la performance des canaux. En fait, la façon dont on le fait, c'est qu'on le fait avec le questionnaire post-achat de où est-ce que vous nous avez connu. Mais en fait,
En gros, les deux trucs, c'est Facebook, Insta et bouche à oreille. Et bouche à oreille, oui, d'accord. Mais Facebook, Insta, tu peux pas dire c'est payant ou organique, mais tu te doutes que la majeure partie, c'est payant. Bon, la vérité, c'est que Facebook, Insta, en organique, ça n'existe plus. Enfin, tu vois. C'est vrai, votre Insta organique, vous en êtes pas content. J'ai vu que vous avez quand même une petite communauté, je pense, si je dis pas de bêtises. Oui, mais en fait, le reach de tes posts, là, depuis l'update de je sais plus quand. Ouais, 2022. Ouais, ça a beaucoup diminué. Donc, c'est de la bonne réassurance. C'est-à-dire que c'est important, comme tu dis, quand les gens ils arrivent sur ton Insta, que l'Insta soit beau, qu'il y ait des gens qui suivent, etc., qu'il y ait des commentaires et tout. Maintenant, si tu laisses juste ton Insta vivre, enfin, à moins que tu aies du contenu de ouf, que tout le monde a envie de suivre. Oui. C'est aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs sur la partie organique, c'est pour ça que des canaux comme TikTok sont intéressants, puisque c'est les rares canaux où tu peux encore faire du buzz. Oui. LinkedIn aussi, tu vois, dans une autre mesure, même si c'est un canal qu'on n'exploite pas trop. C'est un canal où quand quelqu'un te like, ça le montre aux gens, même les gens qui te suivent pas. Oui. Facebook, Insta, maintenant c'est complètement loqué. Et ils font exprès de faire baisser le reach organique des marques pour que tu dépenses en pub. Et c'est ça, hein, c'est une conclusion un peu triste, comme tu le dis comme ça, mais c'est la vérité. J'ai un client qui me disait ça, mais il me disait, Danilo, mais quel est l'intérêt pour... Attends, qu'est-ce qu'il me disait exactement? Mais en fait, il me disait, si jamais il nous retire le reach organique, nous, on n'a plus envie d'aller dessus. Je dis, oui, c'est vrai, mais si tu veux continuer à avoir des ventes, tu es obligé de payer. Donc, dans un sens, c'est ça la logique, tu vois. C'est que ça profite, sur le coup, ça profite à Meta et Facebook. Parce qu'en fait, on comparait aussi avec TikTok et le fait que tu as beaucoup de reach organique sur TikTok. Et j'avais un peu de mal à répondre à cette question-là parce que je leur ai dit, écoute, c'est inévitable. Le truc, c'est que Facebook, ils te font payer, mais parce que derrière, ça convertit, parce que leur algo est meilleur. Et que le problème de TikTok, c'est que certes, tu as du reach, mais tu as du reach qualifié et qui convertit pas très bien. En tout cas, pour nous, tu as plus de reach, les CPM sont plus bas, mais ça convertit moins bien. Donc, au final, tu te retrouves pas forcément, quoi. Merci. Bon, ça, ce sera un extrait d'office qu'on va mettre sur Instagram ou LinkedIn parce que j'en ai marre d'entendre que tu as plein de visibilité sur TikTok et que du coup, ça équivaut à plein de ventes. C'est pas forcément une réalité. Et j'entends beaucoup de sons de cloche, pas forcément de marques e-commerce qui disent, OK, sur TikTok, je fais 10 fois plus de vues que sur Instagram, mais j'ai quasiment pas de ventes, quoi. Ouais, mais parce que aussi, tu vois, TikTok, c'est un réseau qui est beaucoup moins commercial. Donc, en gros, dès qu'il y a un truc qui ressemble à une ad, paf, les gens ils aiment pas du tout, ouais. Et en fait, du coup, les contenus de marque qui vont buzzer, c'est des contenus qui sont pas forcément commerciaux et qui, du coup, donc c'est bien, ça peut faire un peu de notoriété, mais globalement, ça fait vendre parce que, en fait, si tu fais un tuto produit sur TikTok, tout le monde s'en fout et base le truc, ils vont faire le truc marrant, la blague dans le bureau ou je sais pas quoi. Nous, ce qui marchait bien, c'était des micro-trottoirs. J'ai vu, oui, le micro-trottoir en publicité. Voilà, et donc alors ça convertissait quand même un peu, mais globalement, c'est pas une pub produit classique, et donc du coup, les gens regardent parce qu'ils ont envie de voir. Attends, elle est marrante. Le mec, il a une tête marrante, du coup, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais ils sont pas rentrés dans ton. Tu vois, l'analogie. Si on prend une analogie, tu vois, sur Insta, ouais. Un débat au début de 900K sur est-ce que on poste des photos d'animaux? Parce que quand tu parles d'écologie, c'est facile de poster une photo de tortue, machin, de chat, de je sais pas quoi. Et en fait, on s'est dit, bah non, parce que globalement, si les gens ils likent un chat, ils savent pas qu'ils ont liké ta marque, ils ont juste liké. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Une photo de chat rigolote, tu vois. Et donc, tu peux te dire, ah bah trop bien, j'ai eu 2000 likes sur cette vidéo de chat, tu vois. Mais en fait, ils ont liké un chat et ils ont pas. Donc, tu vois, tu peux avoir du contenu, c'est pareil sur TikTok, tu peux avoir du contenu méga viral, tu te dis, j'ai fait 1 million de vues, mais en fait, c'est sur une vidéo qui parle pas de ton produit ou qui fait pas rentrer les gens dans son univers. Donc, c'est ça, exactement. Ouais, t'as bien résumé ça. Et ben, pour TikTok, moi, ce que je résumerais, c'est que c'est un réseau social très top of the funnel et que pour convertir, c'est plus dur, je pense. Et j'avais perdu ma pensée tout à l'heure avec la baisse de reach sur Instagram, mais une de mes croyances, c'est que Instagram veut quand même aider les créateurs un peu plus, tu vois, en suggérant leurs posts, en leur donnant plus de visibilité. Mais les marques, finalement, ils les laissent un peu tomber, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai vraiment senti l'année passée, avec le fait qu'ils poussent un peu plus les réels. Et justement, j'ai regardé une marque qui s'appelle Crème Paris. Pas entendu, peu importe, mais voilà. Et j'avais regardé un peu leurs posts, j'avais analysé, et je voyais que leurs posts où ils montrent juste des photos du produit en pack shot, ça marche pas du tout. Par contre, quand ils montrent l'utilisation du produit avec justement quelqu'un qui l'essaie, donc un créateur, ça marche très bien. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ce type de contenu-là qui marche vraiment bien. Alors évidemment, tu pourrais dire, bah ok, on pourrait faire ça chez nous aussi, chez 900K, mais c'était une marque,
sais pas, dans prêt-à-porter, ça prête un peu moins, je trouve. Enfin, pour certaines marques, malheureusement, ça marche moins bien. Donc, ça, c'est ma théorie. Ouais, faut que tu trouves ton angle. Et il faut que tu trouves le canal qui est adapté à voilà. ton angle. Mais après, je pense que, ce que je veux dire aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de dire que c'est totalement mort l'organique sur Facebook ou Instagram. Enfin, quoi que sur Facebook, je pense que ça, c'est un peu plus dur. Mais sur Instagram, il faut vraiment avoir une approche totalement différente. Et malheureusement, les discours de marque, les photos produits, les photos où tu vas montrer ton produit, les bénéfices, etc., ça marche moins bien. Ouais, le seul truc sur Instagram, là où on peut recommencer à avoir du reach, c'est sur les Reels. Voilà, ouais. Et j'ai envie que les gens créent plus de contenu comme ça. C'est ça. C'est intéressant de voir à quel point c'est assez drôle parce que historiquement, Instagram, leur barrière à l'entrée, c'était l'effet de réseau, de dire t'as créé, tu vois, il y a plein de gens qui t'as suivi les gens, machin. Et là, ils sont en train de baser complètement tout ça pour dire on va faire des Reels sur le modèle de TikTok. TikTok, justement, t'avais pas du tout besoin de cet effet de réseau puisque tu vois des posts de gens que tu suis pas. Ouais. C'est assez marrant de voir qu'ils sont en train de pivoter complètement là-dessus. Ils pivotent, ouais. Ma prédiction pour cette année, c'est que leur fil, ils vont le transformer, qu'ils vont vraiment réussir à le transformer comme ils ont essayé l'année passée, mais ils ont un peu échoué, tu vois. Ils avaient. Voilà. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Ok. On peut passer sur le sujet Facebook Ads. C'était le sujet où j'ai pas mal de questions. Tu nous as un peu teasé pendant un moment. Tu as dit, écoute, nous, les coûts d'acquisition en 2022 n'ont pas forcément augmenté. Au contraire, ils ont baissé. Donc, ma première question, c'était, comment vous avez vécu la grosse mise à jour de iOS 14.5 ? Quel a été l'impact sur vos coûts d'acquisition ? Et ensuite, on fait le point sur 2022. Au départ, la mise à jour, forcément, nous a fait mal comme à tout le monde. Hein. Tu perds le data, etc. Mais en fait, on a assez rapidement trouvé en fait trois grands leviers pour contrer ça. On a retravaillé notre offre. On a mis en place cette mécanique de kit d'essai avec un entry point très bas de 3,50 €, ce qui fait que du coup, c'était beaucoup plus intéressant pour les gens. Ils disaient, je prends pas de risque à tester. En tout cas, je prends un risque minime. On a refondé notre site pour qu'il soit beaucoup plus mobile, friendly, donc avec une logique de headless. Donc, on a séparé notre back-end de notre front-end et on a utilisé une nouvelle techno sur le front-end qui est hyper optimisé mobile. Et donc, ça a permis de pousser notre zone de conversion. Et enfin, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la Content Factory, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de créer énormément d'ads, énormément de déclinaisons de ces ads pour trouver les ads qui performent le mieux. Et quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, ça donne des performances qui s'améliorent. On a aussi complètement changé la façon de cibler. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup moins de temps sur les questions de ciblage. On a plutôt des campagnes broad et on laisse Facebook faire sa popote derrière. Et puis après, toutes les optimisations tactiques de la conversion API, etc., qui sont nécessaires de mettre en place si tu veux réussir à contourner un peu iOS 14. Mais ça, c'est plus de la technique. Mais sur les recettes un peu plus business, c'est vraiment ces trois piliers, quoi. L'offre, la refonte du site et la content factory. La créa. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vous avez misé énormément sur la créa et l'offre, finalement, quelque chose qui n'est pas du tout technique par rapport aux audiences, au paramétrage des campagnes. Vous avez ensuite revu votre site pour améliorer le taux de conversion. Et en plus de ça, vous avez aussi revu votre offre pour attirer plus de clients, améliorer les taux de conversion, booster votre acquisition, littéralement, parce que c'est une autre façon de faire l'acquisition. Je ne sais pas comment vous faisiez avant le kit d'essai. Je suppose que vous vendiez un produit à la fois qui est mené vers l'abonnement, bien sûr. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on se disait, on va pas vendre un truc à 3,50 € parce qu'on fait pas de marge dessus. Donc, du coup, on faisait payer la bouteille 5 €, on vendait 4 gels douche d'un coup. Et donc, quand tu achetais un gel douche 900 grammes, tu payais 19 €. Ce qui fait qu'en fait, déjà, la moitié des gens ne comprenaient pas. Ils disaient, c'est quoi ce gel douche à 19 €? C'est un gel douche de bourgeois. Alors, tu te disais, mais non, il y en a 4, en fait. Et puis, la bouteille, tu la payes qu'une fois. Donc, en fait, c'est 3,50 € le prix. Mais en fait, tu vois. Ouais, ils comprenaient pas. Donc, c'était compliqué. Il y avait ce calcul. Mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais il y avait ce calcul. Et je pense que c'est une de vos créas, c'est que vous montrez le calcul et je te laisse comprendre. Ouais, on a une créa qui décompose un peu la valeur qu'on offre dans le kit d'essai, mais on montre aussi la livraison est offerte. Une livraison, normalement, ça coûte tant. La bouteille, on vous l'offre, ça coûte tant, normalement. Donc, en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils payaient la bouteille. Ils disaient, quand j'achète mon gel douche en supermarché, je paye pas la bouteille. Donc là, pourquoi je la paye? Alors, je te dis même parce que tu la payes qu'une fois, et puis c'est de la meilleure qualité, puis c'est fait en France, et puis c'est du plastique recyclé, mais en fait, t'as pas le temps d'expliquer. Les 4 gels douche, personne fait la division, donc on avait un prix hyper bas, parce que 3,50 € pour un produit comme ça, naturel, fait en France, c'est hyper bas. Tu vois, les gens qui font des trucs un peu similaires, ils sont plutôt 2 fois plus chers que nous. Mais sauf que comme on en vendait 4, les gens disaient, en fait, c'est hyper cher.
Donc, en fait, on s'est rendu compte que personne comprenait. Et on laissait le choix aux gens de s'abonner ou pas. La plupart des gens ne voulaient pas s'abonner. Et après, c'était de redriver les gens vers le site parce qu'ils n'ont pas que ça à faire et que, en fait, tu passes peu de temps à réfléchir à ton entreprise. On appelait les gens qui n'étaient pas abonnés. On leur disait, ah, vous n'avez pas repassé de commande. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas été content? Ils se disaient, ah non, c'est génial votre truc. Ils disaient, bah, vous n'avez pas recommandé. Bah ouais, j'ai oublié. Donc, j'ai racheté un dentifrice. Puis là, maintenant, je m'en tue. Donc, machin. Et en fait, tu les perds, quoi. Et donc, on a fait un changement d'offre. On dit, maintenant, c'est un kit d'essai. Tu testes, ça coûte 3,50 € et on est prêt à prendre ce risque. Si tu te désabonnes tout de suite, on ne gagnera pas d'argent, mais on est prêt à prendre ce risque parce qu'on sait que nos produits sont super. On t'offre la bouteille, on t'offre la livraison. Teste-nous. Il y a un abonnement derrière. Comme ça, si tu es satisfait, tu n'as rien à faire, tu vas recevoir tes recharges directement dans ta boîte aux lettres. Et là, pour les recharges, pour le coup, on les envoie par lot de 4 pour 14 €. Et on te prévient 3 jours avant en disant on va préparer ta commande. À tout moment, tu peux décaler, mettre en pause, annuler ton abonnement, changer ton parfum. Enfin, c'est très, très flexible. Donc, il n'y a pas de piège, tu vois. C'est juste que par défaut, en fait, tu vas... et c'est une vraie justification en fait, environnementale parce que si tu achètes notre produit et que tu achètes un kit d'essai, tu auras acheté une bouteille de plastique. Si tu la recharges jamais, en fait, tu auras créé un déchet. Donc, finalement, ça n'aide pas. C'est très logique. Sur le coup, c'est très logique, ouais. Et donc, du coup, l'abonnement, c'est aussi une façon de te dire on va t'aider à, en gros, rentabiliser ta bouteille. Voilà, en achetant notre produit, tu te dis que tu as envie de recharger. En tout cas, conceptuellement, si le produit te plaît, tu as envie de recharger. Avec l'abonnement, on t'aide à tenir cette résolution que tu as prise. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, vous avez vraiment simplifié au maximum votre offre. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus que ça sur votre site, si je comprends bien. C'est ça. Kit d'essai à 3,50, qui t'abonne automatiquement, tu n'as plus rien à faire. Et après, 20 jours, tu m'avais dit combien? 20 jours plus tard 17 jours plus tard, tu reçois un mail qui te dit dans 3 jours, on prépare ta commande. 20 jours plus tard, on t'envoie ta recharge. D'accord. Et c'est 14 €. Enfin, c'est combien l'abonnement? Je n'ai pas bien compris sur le coup. On t'envoie, c'est 14 €, c'est 4 gels douche. D'accord. Et donc, tu t'abonnes? En fait, on a vraiment simplifié au max. Donc, le prix que tu payes au kit d'essai, c'est le prix par gel douche que tu paieras ensuite. Simplement, on t'envoie par l'autre 4 parce qu'on ne va pas t'envoyer. Oui, à la fois, sinon là, c'est même pas écolo et même c'est bête. Sur le coup, c'est voilà. Ça n'a pas de sens d'envoyer des trucs à 3,50 tous les mois. Donc, on préfère t'envoyer 4 gels douche tous les 4 mois. Mais par contre, ce que je comprends pas, et j'aurais peut-être dû faire le test, c'est que tu t'abonnes à un produit et pas à tout. En fait, tu t'abonnes au gel douche, tu t'abonnes au dentifrice. Ouais, en fait, en gros, après, dans le parcours d'achat, tu as aussi, une fois que tu as fini ton gel douche, on te dit est-ce que tu veux aussi tester le dentifrice? Bam, bam. Et donc, du coup, tu t'abonnes à plusieurs produits. Et on a calé les dates de récurrence et des quantités pour que ça matche. Donc, c'est-à-dire, si tu es tout seul, on va te conseiller de les recevoir tous les 4 mois. Donc, tu recevras ton pack et on t'enverra tout dans la même boîte. Ouais, c'est partie de mes questions. C'est qu'en fait, si tu es en famille, c'est un peu différent. Si tu es en couple, ok, d'accord. Bon, en gros, dans notre funnel d'achat, on te demande tu veux quelle couleur, tu veux quel parfum, et ensuite, tu es combien à la maison pour qu'on puisse te choisir la bonne fréquence. Donc, si tu es intéressant. On va t'envoyer tous les 2 mois. Si tu es 4, on va t'envoyer tous les mois. Et si tu es tout seul, on va te l'envoyer tous les 4 mois. On fixe la quantité aujourd'hui et on ajuste la fréquence en fonction du nombre de personnes. D'accord. Et ça, finalement, c'est pas des trucs que vous dites dans les publicités, évidemment, ni même, je pense qu'au moment où vous voulez ajouter un produit au panier, c'est plutôt au moment où tu commences dans le funnel d'achat. Et là, tu es un peu accompagné par vous, par la marque, pour faire le bon choix. Ok. Je dirais que ça pourrait être un autre sujet, finalement, la rétention de qu'est-ce que vous faites après, comment est-ce que vous faites en sorte que les personnes restent abonnées ou prennent d'autres produits. Ce qui est logique, c'est un peu le but aussi, c'est de maximiser la valeur par client. Mais c'est pas le sujet, donc je vais peut-être revenir sur le sujet de la créa dont tu nous as parlé de l'offre. Je sais pas si tu voulais encore dire quelque chose par rapport à ça. Peut-être au niveau des taux de conversion, est-ce que tu as des stats intéressantes à partager? Genre comment ça a transformé un peu les taux de conversion sur le site? En gros, ça a multiplié le taux de conversion par 4 à peu près du jour. Bon, ok, voilà. Du jour au lendemain, quoi. Mais après, encore une fois, c'est logique. On vendait un truc à 19 balles et maintenant on vend un truc à 3,50 € et c'est beaucoup plus facile de sortir ta carte bleue pour 3,50 €. Ça, c'est vrai. Mais après, la question, c'est niveau des abonnements. Est-ce que tu as réussi à sortir quelque chose qui te fait dire, OK, là, les abonnements, finalement, je les double ou je les fais x1,5, je sais pas. Ouais, en gros, sur notre nombre d'abonnés sur l'année 2022, on a multiplié notre nombre d'abonnés par 8. Donc, en fait, ça a vraiment été génial comme mécanique d'acquisition parce que on a forcément un petit peu de désabonnement, notamment le gros moment du désabonnement, c'est entre le kit d'essai et la première recharge. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui vont se désabonner avant même d'avoir reçu leur kit d'essai, en mode je veux pas d'abonnement. D'accord, ça c'est comme ça, c'est inévitable. Ouais. Voilà.
c'est inévitable. On va essayer de travailler dessus parce que je pense que c'est quand même important aussi que les gens ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait l'abonnement. Je pense qu'on l'explique pas encore assez bien. Ok. Il y a des choses à faire pour améliorer. Et en fait, une fois que les gens ils ont reçu leur première recharge, donc les gens qui en gros ont aimé les produits et sont OK avec l'abonnement, là on a des taux de rétention qui sont hyper élevés. D'accord. Ok. Donc ouais, ça pour le coup c'est super. Je pense que c'est un peu l'avantage de ces deux choses, c'est que les produits sont super. Sans doute qu'on fait des choses bien en CRM et après c'est aussi la catégorie de produits qui veut ça, c'est-à-dire que t'es assez fidèle finalement. Donc c'est difficile en acquisition de faire changer d'habitude parce que t'as ton shampoing préféré, ton déo préféré, machin. Mais en revanche, une fois que toi t'es devenu le déo préféré, t'as pas de raison de changer, notamment si ça arrive dans ta boîte aux lettres. En fait, c'était aussi très fidèle de par la nature du produit. Si on me vendait de la bouffe, par exemple, et qu'on envoyait toujours le même steak frites ou le même tofu, je sais pas quoi, les gens se lasseraient et se désabonneraient. Pour le dentifrice, en revanche, tu restes... Trop intéressant, ouais, c'est vrai. Donc finalement, 2022 était votre meilleure année. Enfin, c'était l'année la croissance la plus forte, même plus que 2021. Ah ouais, bien sûr, ça a été... C'est logique. Et selon toi, cette nouvelle offre d'abonnement, c'est grandement responsable de ça ou c'est encore... Enfin, c'est tout ça. Évidemment, c'est tout un ensemble, mais j'ai quand même l'impression à t'écouter que cette offre-là, elle a été game changer. Ouais, c'est un gros game changer. C'est ce qui a permis, en fait, derrière, de maximiser l'impact des deux autres leviers. Oui, c'est ça. En gros, si j'avais juste mis les deux autres leviers sans l'offre, ça n'aurait pas décollé comme ça l'a fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc finalement, l'offre, c'était vraiment... On nous fait bien d'en parler en premier. C'était des trois piliers. En fait, le truc, s'il n'est pas là, le reste n'aurait pas décollé. Ouais. C'est ça. Je sais plus comment on dit le facteur X. Voilà, le facteur X. C'est ça, c'est le facteur X. Compris. Passons à la créa, si ça te dérange, si ça te va. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement, c'est-à-dire au niveau de la Content Factory? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2022? Et puis après, je te poserai toute une série de questions sous-jacentes sur vos créas. 2021, on a beaucoup testé des formats shootés en studio, très scénarisés, très pub. Ok, ouais. Ça avait deux particularités. La première, c'était que ça coûtait très cher. Ah ouais. Ça coûtait très cher, c'était très long et les résultats étaient pas ouf parce que en fait, les gens ils veulent pas voir des pubs sur les réseaux sociaux. Ils ont filtré ça. Et donc, en fait, c'était compliqué d'un point de vue créa en 2021 parce que je pense qu'il n'y avait juste pas le bon contenu. Comme je te disais, au moment du lancement de la campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank, on a une vidéo sur Brut. Et en fait, Brut, c'est des gens qui viennent chez toi et qui filment à l'iPhone toi qui raconte ta marque. Trop bien. Elle avait cartonné. À l'époque, elle avait été vue, je crois, 4 millions de fois. Donc, bien sûr, avec la puissance du réseau Brut, c'est pas juste le buzz organique. Alors, c'était avant tous les changements d'algo, donc c'était le moment où il y avait encore du reach organique sur Facebook et Insta. Mais ça restait notre best-seller en acquisition, si tu veux, depuis longtemps. Regardez, en fait, ça marchait. C'était ça qui marchait pour nous, c'était ce discours de vérité avec ce look très fort sur. Donc, c'était la vidéo disait un gel douche, c'est ça d'eau, ça de gel douche. En fait, en 2 secondes, je t'ai hooké parce que je t'ai appris un truc sur un produit que tu utilises tous les jours et que tu connaissais pas. Ouais, j'entends souvent ça sur Brut, c'est qu'ils commencent par ça, un truc vraiment très choquant, une statistique. Ouais, parce qu'il faut donner dans une ad les 3 premières secondes. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, mais attends que ça, on a des iPhones, on a des gens qui savent monter, on va essayer de refaire la même chose. Et en fait, on a commencé à produire un peu nos ads avec moi en personnage principal souvent. Et avec un peu cette recette de dire un hook fort, ensuite j'explique le produit, et après je donne des raisons d'achat. On a fait ça sur tous les produits et ça a vraiment hyper bien marché. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas juste ça, parce que cette recette-là, elle marche pour nous, elle marcherait sûrement pas pour d'autres personnes. Enfin, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça se teste. Mais il y a plein selon la marque, des différentes recettes peuvent marcher. En revanche, ce qu'on a mis en place, c'est que on a mis cette fameuse Content Factory. Donc, on a décidé de faire tous nos contenus en interne. 90% de nos contenus en interne, soit photo ou vidéo. Ce qui nous permet de créer beaucoup de contenu, d'être très agile et surtout de faire plein de déclinaisons du même contenu. Donc, en gros, sur une semaine typique, je pense on va essayer de lancer une dizaine de créas, mais il y en aura 5 qui sont des créas nouvelles, sur des angles nouveaux, d'autres façons de raconter une histoire, des micro-trottoirs versus des formats plus GC, là, on s'ouvre les chakras et on se permet de faire plein de trucs différents. Et 50% de retravail
de vidéos existantes. Donc, on va tester l'emplacement du call to action, la longueur de la vidéo, le premier écran, différents hooks, etc. Et en fait, un peu chaque partie de la vidéo, on va essayer de la décomposer pour créer la meilleure vidéo. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que tu arrives à multiplier tes clics par 3, quoi. Parfois, c'est assez significatif. En gros, là, petit à petit, en faisant plein de déclinaisons, en travaillant plein d'hypothèses différentes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est très dur de prédire ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Parfois, il y a des vidéos, ça c'est trop bien comme hook, c'est trop malin, ça va cartonner. Ça marchait pas du tout. Et parfois, tu disais, ça, c'est un peu gnangnan, machin, et ça marche super bien. Et donc, c'est pour ça que là-dessus, mon conseil, c'est, tu sais pas ce qui va marcher, tu sais pas ce qui va plaire à qui, teste plein de trucs et laisse Facebook faire sa popote. Ça fait qu'on, comme je te disais, on passe aussi beaucoup moins de temps sur les ciblages des audiences. On a une grosse campagne CBO, on met plein de contenu dedans, on voit ce que Facebook pousse et après, on va faire des A/B tests très précis en utilisant des outils d'A/B test pour valider certaines hypothèses sur la longueur, sur... D'accord, vraiment merci beaucoup, c'est très clair. Donc j'ai plein de petites questions du coup qui arrivent. Donc si je comprends bien, 50% de votre création c'est tout nouveau, les 50% restants c'est de la déclinaison. Ça on est d'accord. C'est ça. Ok. Et la déclinaison, tu parlais de décliner les 3 premières secondes de la vidéo, tu parlais de décliner le call to action. Et justement l'impression dans les vidéos qui sont disponibles actuellement dans ta bibliothèque publicitaire, qu'il y a une vidéo qui existe en plusieurs versions. Donc très courte, au moins d'une minute. 1 minute 10, 1 minute 30, 2 minutes. Est-ce que là, tu pourrais nous en dire plus, ces 3-4 vidéos qui ont été déclinées? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que justement vous avez testé pour qu'on ait un exemple concret? En gros, une des structures qui marche bien pour nous, c'est hook, tuto produit et X raisons d'acheter 900K. Ok, d'accord. Et ça, c'est dans la même vidéo, tu veux dire, hein, hook, tuto produit 1, 2, 3, 4 et après X raisons d'acheter. Okay. Voilà. Et ensuite, on a testé juste hook plus tuto, hook plus 2 raisons, hook plus 3 raisons, hook plus 4 raisons, les raisons dans les sens différents, le hook plus ou moins long, etc., etc. Ok, d'accord. Donc, c'est une même vidéo. Et j'ai même remarqué que parfois, tu fais des vidéos avec plusieurs rushs vidéo, certains qui proviennent d'une autre vidéo, d'autres qui proviennent encore d'une autre, et ainsi de suite. Ouais, parce qu'après, en fait, c'est de la couture. Une fois que tu as raconté ton truc, tu peux vraiment combiner des vidéos, tester des choses différentes, et encore plus d'ailleurs, parce que là, on parle de rush où je parle, donc c'est quand même difficile de complètement couper, etc. Ce qui est intéressant avec les formats plus TikTok où il y a de la voix off, c'est que du coup, tu peux vraiment utiliser les mêmes rushs plein de fois. Il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Dr Squash. Ah, je connais pas. C'est une marque, j'aime pas particulièrement la marque, mais j'aime bien leur bibliothèque publicitaire. Si tu vas voir. Je vais voir, Dr Squash, ok. Ouais, il y a je pense, 1000 créas qui tournent. Et tu vois que chaque créa, en fait, ils ont un nombre finalement assez faible de rush, mais qui vont combiner de toutes les manières possibles. Ensuite, ils vont mettre différents trucs en overlay de texte, et c'est que des voix off. Et en fait, du coup, tu as fait un tournage, mais tu peux faire 1000 vidéos. Je vais aller voir, c'est trop intéressant. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué chez toi, en tout cas. C'est que il y a pas beaucoup de tournages, mais comme tu dis, beaucoup de variantes. Et donc, si j'ai bien compris aussi, dans une même vidéo, tu vas intervertir les différents éléments. C'est-à-dire que le X raison, tu pourrais le mettre juste après le hook, comme tu pourrais le mettre juste après le tutoriel. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ok. Très clair. Donc, c'est pas exactement ça que je voulais dire, mais c'était de dire plus, est-ce que je parle d'abord du Made in France ou d'abord de la naturalité dans mes X raisons? Oui, d'accord, dans tes X raisons. Mais les X raisons, tu les gardes à la fin, après le tutoriel. En général, oui, parce que sinon, dans la logique. Après, j'ai aussi juste des vidéos X raisons. Voilà, et c'est ça que j'allais dire, c'est que tu as les vidéos X raisons, c'est un format qu'on utilise pour des clients, mais tu peux en effet les insérer, j'espère qu'on nous suit, tu peux essayer aussi les insérer dans une grande vidéo où en effet, dans le hook, tu vas dire pourquoi tu as créé ta marque, comment utiliser le dentifrice, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, comment utiliser le dentifrice en pastille, et puis après les X raisons. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Et ça, du coup, c'est itératif, chaque semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois, comment ça fonctionne au niveau de l'organisation? En fait, on a un sprint créatif tous les mois. D'accord. Et ensuite, tous les mois, on va faire le bilan des ads qu'on a lancés, qu'est-ce qui a marché, quelle déclinaison, c'est quoi les enseignements. On va réfléchir aux nouvelles ads, et voilà. Et puis après, on a un process. C'est un process, on a une espèce de tableau type Kanban.
en Trello, quoi. Enfin, on est sur le fond, mais donc on a des cartes. Donc, dès que tu as une idée, tu mets une carte, tu la signes et ça se décale. D'accord, tout à fait. Et puis après, une fois qu'en effet, elle est dans le qu'elle a été, qu'elle va en production, bah là, en effet, ils vont réfléchir au concept. Puis après, ils vont peut-être faire un storyboard, ils vont la réaliser, vous allez la valider, et ainsi de suite. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, je regarde si j'ai 2 trucs là-dessus bien précis sur la créa. Du coup, tous les mois, en fait, une analyse créa sur le compte. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous regardez comme métriques? Dans l'équipe pour regarder ça et essayer de comprendre. Mais après, toutes les semaines, on va analyser les résultats, quelle créa marche, quelle ne marche pas, etc. Enfin, bien sûr. Mais en revanche, on réunit toute l'équipe pour réfléchir ensemble une fois par mois. Et après, les métriques qu'on regarde sont globalement assez classiques. Hein. On regarde CPM, CTR, Conversion Rate et CAC. Ouais, les 4 là. Ok, d'accord. Ces 4 là, c'est les plus importantes, ouais. C'est ça les plus importantes. Et en fait, on regarde. Alors, c'est intéressant parce que de temps en temps, tu vois des différences sur les CPM. Et donc là, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des différences. Ouais. Même si, en fait, parfois, c'est difficile à interpréter parce que pour un peu que ta vidéo a été diffusée plus en reel versus moins en reel dans les différentes versions, c'est plus dur à interpréter à moins que tu aies un A/B test. Donc, l'outil d'A/B test où là, tu sais que tu as des paramètres qui sont à peu près constants. Mais bon, tu as quand même des enseignements là-dessus. Après, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le taux de clic. Oui, c'est important. Dans votre cas, c'est important vu que vous faites beaucoup de déclinaisons. C'est ça qui varie le plus, en fait, aujourd'hui. D'accord. Et après, le taux de conversion varie assez peu entre les créas. Et je pense que la prochaine étape, ce serait d'adapter les pages d'atterrissage. Donc, ça, on en parlera après, ouais. Un des projets 2023. Challenge. Mais c'est vrai que j'aimerais bien revenir sur les CTR. C'est, admettons, parmi tes déclinaisons, tu as une créa qui fait 50% de taux de clic en plus par rapport à une autre, mais elle convertit moins bien que l'autre. Donc, il y a un CPA qui est plus élevé. Est-ce que vous dites que c'est une réussite ou pas, de ce point de vue-là? En fait, alors déjà, je me dis une première chose, c'est est-ce que j'ai assez de data pour analyser le CPA? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, quand tu as testé une créa avec quelques centaines d'euros, ouais. Tu as des très bons data sur le CTR. C'est vrai. Parce que tu as eu, en gros, pour quelques centaines d'euros, tu as eu des centaines, voire des milliers de clics. Ouais. Donc là-dessus, tu sais que globalement, c'est assez statistiquement significatif, surtout si tu vois des gros écarts. En revanche, sur le CPA, sur une centaine de clics, en fait, si tu vas avoir, je sais pas, 5, 10 conversions. Mais du coup, si tu as eu 2 mecs qui ont adoré la vidéo et qui ont cliqué machin, c'est peut-être pas du tout représentatif du futur. Donc, ou alors que les mecs, c'est pas. En gros, sur un volume aussi faible, tu juges pas. C'est peu lisible. Donc déjà, on se méfie du CPA en première lecture. Il faut que là, des quand même beaucoup dépensé. Alors on se dise, il y a en effet un truc structurel sur d'autres conversions. Ça, c'est le premier truc. Parce que souvent, en fait, tu t'arrêtes, tu dis, cette ad, elle a un super CPA, CPA de 2 et tout. Et en fait, tu dis, attends une semaine et je te garantis que le CPA, il sera remonté en ligne avec les autres, ouais, d'accord. C'est invariablement ce qui se passe parce que en fait, quand tu as un CPA qui est très bon et que tu as dépensé que c'est juste que tu as eu de la chance, les 2 mecs qui ont vu la pub, ils ont acheté. Mais ça veut pas dire que si tu as 100 mecs qui voient la pub, les 100 mecs vont acheter. Ouais, c'est hyper intéressant. Vu comme ça, c'est hyper intéressant. Et puis, j'allais dire, en fait, parfois, il peut y avoir des anomalies statistiques. Donc, comme je te dis, des trucs qui soit vont beaucoup cliquer, mais pas beaucoup convertir. Mais c'est plus rare. Et un truc que nous, on voit pas quand même pas mal, c'est des trucs qui convertissent bien, mais qui font un peu moins cliquer que le reste. Yeah. Et en fait, la réponse, généralement, c'est que la créa, elle convainc mieux. Elle est peut-être un peu plus, elle va peut-être attirer moins le mass market, mais elle va mieux te primer. Je sais pas comment on dit en français, exactement. Pour acheter, tu vois. Et du coup, en fait, là-dessus, t'as les 2 cas. Donc, quand on est, en gros, la créa qu'on veut, c'est la créa qui a bien cliqué et qui a bien converti derrière. Voilà, mais c'est dans l'un ou l'autre cas, en fait, tu retravailles la créa en disant, dans le cas où le CTR est élevé, le taux de conversion est bas, c'est que t'as pas réussi à convaincre les gens. Dans la créa, voilà. Surtout que toi, tu as beaucoup de vidéos. Vous avez beaucoup de vidéos. Ça, c'est un truc intéressant à savoir chez vous. Je ne l'ai pas précisé, mais tu as 80% de vidéos, je l'ai regardé sur le compte. Ouais, exactement. Et donc là, en fait, tu retravailles ta vidéo pour mettre plus d'arguments, pour mieux expliquer le produit, parce qu'a priori, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas compris. Voilà. Et ça revient un petit peu à mon analogie du chat. Enfin, tu vois, si tu mets une photo de chat en disant cliquez pour sauver un chat, tu auras plein de clics.
Mais après, ils arrivent sur une page, tu vends du shampoing. En fait, ils vont pas comprendre le lien et ils vont vendre ça tout de suite. Oui. Donc, en gros, il faut que ta créa, que ce soit pas déceptif. Et souvent, si tu fais des créas un peu plus taclic, tu peux avoir du clic, mais du coup, ça t'explique pas bien ton produit, donc tu n'as pas de conversion. Donc, c'est que il y a des questions parfois que je dis aux autres de se poser quand ils font des créas, c'est est-ce que j'attire l'attention? Est-ce qu'on comprend le produit? C'est ça. Est-ce qu'on le comprend dans les 10 premières secondes? Est-ce que on rassure le client une fois qu'il a un peu compris le produit? Donc c'est important. Et j'allais dire un truc, mais il y a deux trucs. Hein. C'est est-ce que j'attire l'attention? Ça, c'est le CTR. Est-ce que on comprend le produit que je vends et ça donne envie de l'acheter? Ça, c'est le taux de conversion. Voilà, c'est ça, c'est le taux de conversion, exactement. Et donc ça, c'est important d'avoir les deux. Ouais. J'allais dire, à chaque fois, ça me. Oui, voilà, ça que je veux dire, c'est que est-ce que vous regardez aussi le hook rate et le hold rate? Ça, c'est un truc, j'en ai pas parlé, mais oui. En gros, okay, d'accord, intéressant. Et d'ailleurs, on ne le regardait pas, donc Ruin arrive. Ruin, c'était en effet, c'est quelqu'un un peu. Sur le coup, il se renseigne beaucoup sur ce qui se passe sur Twitter et donc il a dû entendre parler de ça. Ouais, donc, du coup, ça, c'est un truc. C'est une des nombreuses innovations que Ruin a apporté. Et oui, maintenant, on regarde systématiquement le hook rate en se disant. Donc, le hook rate, pour expliquer aux auditeurs, c'est combien de personnes regardent les 3 premières secondes sur 100 personnes. Oui, exact. Et en gros, nous, on considère qu'un bon hook rate, c'est au-dessus de 30. Donc, ok, d'accord, vous êtes exigeant. Il y en a qui sont plus à 20-25%. Ouais. Mais c'est bien, Nous, c'est 30, la barre qu'on se met. On a nos meilleurs créas, elles sont à 45-50. Ok, hyper intéressant. Et le hold rate, là, c'est encore un autre niveau. C'est est-ce que tu gardes les gens au scope ou quoi? Mais je sais plus, elle est calculée sur quoi? Le 95%, le 75%? J'ai un doute. Je sais pas. Et ça, on regarde pas trop. Pour une raison qui est simple, c'est que si ta créa a envie d'acheter au bout de 3 secondes, et que les gens y cliquent, tu auras un mauvais hold, mais ça veut pas dire que ta créa. C'est vrai aussi, c'est moins représentatif, je le reconnais, ouais. Et d'autant plus que nous, comme tu disais, on trouve beaucoup sur les formats. On a eu des vidéos qui étaient très longues. On avait des vidéos qui faisaient plus de 3 minutes. Ouais. Mon but, c'est pas que 100% des gens regardent les 3 minutes. C'est que, en fait, à un moment de la créa, tu te dises, j'ai assez d'infos et j'ai envie d'aller sur le site et d'acheter. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'aime bien chez vous, c'est que j'ai vu vraiment beaucoup de diversité dans les créas et dans les longueurs des vidéos, alors qu'on dit souvent oui, ça doit être court, etc. Et là, vous avez testé plusieurs longueurs, donc ça montre que vous challengez un peu les bonnes pratiques. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez 80% de vidéos. Souvent, nous, on a des clients qui vont mettre 80% d'images et 20% de vidéos, ou 70-30 en faveur de l'image. Donc vous, c'est beaucoup de la vidéo. Qu'est-ce qui explique ça, justement, que c'est si performant? Tu as une idée? Non, mais en fait, c'est juste qu'on fait des choses qui marchent, donc ça dépend. C'est logique. Voilà, on fait les choses qui marchent. Et toi, ça marche bien quand c'est toi qui présente le produit, qui montre comment l'utiliser. Et voilà. Et du coup, les statiques, pour nous, ça marche un peu moins bien. Ça marche quand même. Il y a certaines de formats statiques qui marchent bien, mais c'est pas le truc qu'on privilégie. Et de toute façon, si tu regardes l'évolution... En fait, je pense qu'il y a quand même un truc qui est important, c'est que plus ta pub a l'air d'être native de la plateforme, mieux ça va marcher. Donc globalement, les plateformes, elles sont en train d'évoluer vers de plus en plus de vidéos. Tu as intérêt à faire de plus en plus de vidéos. Et après, si tu fais du feed, il faut que c'est, par exemple, une gueule du statique. Il faut que c'est une gueule UGC, par exemple. Exactement, ouais, c'est clair. Après, moi, c'est pas forcément ça qui va marcher, quoi, parce que on voit trop que c'est une pub. Oui, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais donné un commentaire sur cette créa. Donc, faut que vous ayez sur la bibliothèque publicitaire pour comprendre. Mais il y a une créa qui montre le produit sur l'écran gauche, à droite, donc sur une même image. Hein, et à droite, on a tout le calcul qui montre en effet que c'est plus avantageux de prendre l'abonnement avec le kit d'essai. Et en fait, le point que j'allais amener, c'est que la créa, il faut vraiment passer du temps dessus. Genre, tu vas pas juste lire une seconde et cliquer. Tu dois quand même passer peut-être 10, 15, peut-être 30 secondes pour comprendre le concept, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu me suis. Je pense que cette créa, elle fonctionne parce qu'elle existe en différentes déclinaisons. Donc, c'est un bon concept. Mais je trouve que pour un concept comme le vôtre, la vidéo est plus adaptée. Parce qu'il faut expliquer le concept, il faut le montrer de différentes manières, montrer un exemple, une utilisation. Donc, la statique, un peu plus compliqué à craquer, je trouve. Ouais. En fait, en gros, avec une statique, je suis obligé d'utiliser beaucoup de mots pour te montrer la même chose qu'avec une vidéo. Voilà. En fait, une fois que j'ai mis 2 bâtonnets, que j'ai rajouté de l'eau et qu'après j'ai appuyé sur mon jet de bouche et qu'il y a du jet de bouche qui sort, t'as compris que je t'envoie des bâtonnets, que tu les mets dans une bouteille qui est vide et que tu rajoutes de l'eau. Voilà. Et en fait, en 3 secondes, je t'ai expliqué mon concept que je mets 30 secondes à t'expliquer avec des mots.
Voilà, et ça sur ce point, c'est tout à fait logique, je trouve. Donc logique finalement que la vidéo fonctionne mieux sur ce type de produit et de business model, pardon. Et ça peut être des vidéos de toi, ça peut être des. J'ai vu aussi qu'il y avait des vidéos où on avait un petit garçon de, je dirais, de 10 ans qui expliquait un peu le concept. Ouais. Voilà. Ouais, on teste d'autres façons de parler de la marque. Et le côté enfant, en fait, il est assez intéressant parce que déjà, on a beaucoup de familles dans nos clients. Et c'est un peu ce côté de dire, parfois, c'est un peu l'écologie, c'est un jeu d'enfant, quoi. Ça peut être simple. Et on aimait bien aussi ce côté, on fait ça pour les générations futures. Et donc, les générations futures qui s'adressent à nous, c'est ça. Qui s'adresse. Je trouve ça assez cool comme concept. Et en effet, c'est une créa qui marche bien pour nous. Donc, bien vu. Intéressant. En tout cas, tout a commencé, la créa brute qui fonctionnait bien. On vous a dit, OK, ce concept, enfin, c'est pas ce concept, mais cette façon de présenter la marque et le produit, ça marche bien. Il faut qu'on l'industrialise et qu'on le fasse chez nous. Ouais, en fait, c'est en effet partie du constat de Brut. Et c'était pas forcément de dire refaire des vidéos comme Brut. C'était plus de. Enfin, en effet, on a fait des déclinaisons qui se sont inspirées un petit peu de la recette, mais on teste aussi plein d'autres choses. C'était plus de se dire. Enfin, c'était un peu ça, mais c'était surtout de se dire. En fait, en interne, tu es capable de faire beaucoup de contenu. Arrêtons de nous mettre une charge mentale à dire il faut que ce soit forcément du contenu studio filmé en 4K avec que des mannequins hyper beaux qui coûtent hyper cher. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent juste des trucs authentiques. Et plus ça a l'air authentique, plus ils sont susceptibles de regarder. Et en fait, tu vois, moi, je pense que avoir un département créé en interne, c'est indispensable quand tu veux scaler sur Facebook, tu vois. C'est juste faire la créa en interne, ça te donne de l'agilité, ça coûte moins cher, c'est génial, quoi. Ouais, c'est intéressant. Après, on parlera justement rapidement de l'équipe et comment elle est constituée, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, non seulement vous avez baissé vos CPA, mais vous avez scalé votre dépense, qui est contre-intuitif pour la plupart des marques. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, le département créa, je voulais revenir rapidement dessus, comment elle est constituée, c'est-à-dire, il y a combien de personnes sont dans le département, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rôle? On a une designeuse, une personne qui fait de la photo, une personne qui fait de la vidéo et du montage. Ok. Les deux, elles bossent ensemble. Elles font pas que ça. Elles font pas que la créa Facebook. Elles font aussi d'autres choses, je pense. Elles contribuent aussi. Elles font à la fois l'organique et le créatif. Voilà. Mais c'est une bonne part de leur taf quand même. Et puis après, les visuels du site, etc. Enfin, dès qu'on a des besoins de vidéo, c'est elle. Et ensuite, on a Rowan qui gère tous les. La strat créa, on va dire. C'est le cerveau. Créa, etc. D'accord, il y a quand même 4 personnes quasiment dans cette équipe-là. Et pareil, la designeuse, elle ne fait pas que des ads. Donc, il y a 3 personnes qui sont un peu en gros, on a les 3 compétences design, photo, vidéo, et qui sont au service de tous les besoins de la boîte. Mais bon, c'est principalement l'organique et le payant. Et le payant, ok. Ok, j'ai une dernière question sur la créa. Tu parlais du testing des créas, tu as parlé de la fonctionnalité A/B test. Je sais que c'est pas toi qui gères directement les campagnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre façon de tester les créas, les nouvelles déclinaisons? On est en train de changer parce qu'en fait, on faisait beaucoup de tests sans utiliser la fonctionnalité A/B test. D'accord. On rendait compte que les résultats étaient difficiles à lire parce que quand tu creusais, pour une raison obscure, sur 2 créas similaires, on allait avoir des mix de canaux très différents. Donc, si une créa A a dépensé 80% du budget sur Reels, où les CPM sont plus bas, mais les taux de clics sont plus bas, créa B, elle a dépensé en feed, où les CPM sont plus hauts, mais les taux de clics sont plus hauts. Ouais. T'en as une où tu dis, les CPM sont super bas, les taux de clics sont dégueux. Et en fait, le résultat ne vient pas de la créa, il vient juste de comment l'argent a été dépensé. Donc, c'est pour ça que là, on a envie de... Alors, on n'a pas encore beaucoup fait, mais l'idée, c'est de plus utiliser l'outil d'A/B test pour avoir des comparaisons qui soient plus robustes et qu'on puisse vraiment interpréter. Parce qu'en fait, sinon, la seule chose qu'on a à faire, c'est que quand tu diffuses une créa sur Reels, elle a un CPM plus bas et qu'elle clique moins. Mais ça, c'est un truc qu'on sait déjà par ailleurs. Donc, très intéressant comme insight. Et j'allais juste dire, vous avez raison de pousser les analyses à ce point-là. Surtout que voilà, je doute bien que vous dépensez pas mal de budget sur Facebook et Instagram, donc ça fait sens d'utiliser cette fonctionnalité. Pour autant, je pense que quand vous êtes des marques qui dépensent moins de 10, 15, 20 000 euros par mois sur Facebook, c'est un peu plus compliqué d'utiliser ces fonctionnalités-là. On peut le faire, hein, bien sûr, mais quand vous êtes au niveau 900K, là, oui, je pense qu'il y a plus d'intérêt à utiliser ces fonctionnalités-là. Ouais. Et ça, après, on va avoir un insight, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour savoir est-ce qu'une créa va marcher ou pas. Ouais. Ok, d'accord. C'est plus pour avoir un insight. Oui, c'est en gros, on va tester un truc très précis sur, je sais pas, sur une statique, on va tester à la couleur de bouton.
les trucs qu'on veut vérifier, est-ce que bouton rose, jaune, machin. Enfin, ça va être. Voilà, et là, tu mettras quelques centaines d'euros et puis de façon à le mesurer. Comme ça, je sais que mes prochaines créas, je mets un bouton rose ou un bouton jaune. Je comprends. Ouais. En revanche, sur le testing, maintenant, avant, on avait 2 campagnes, une campagne de test, une campagne de scale. Oui, voilà. Maintenant, on est en train de tester un modèle consolidé. On a une seule grosse campagne, on met toutes nos créas et finalement, une créa où Facebook dépense pas, on se dit que c'est juste pas une bonne créa. Et au moins, on a le learning pour pas cher, puisque. D'accord, là sur le coup, vous êtes plus radical que d'autres agences ou que nous, par exemple. Donc là, vous avez vraiment une campagne CBO, vous mettez tout dedans et je suppose que vous n'avez pas juste 6 créas pour l'audience, vous en avez des dizaines. Ouais, et on laisse dépenser. Et après, c'est toujours. Là, on est en train de tester ça. Avant, on ne faisait pas exactement comme ça. On avait une campagne ABO de testing où on forçait la Facebook. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Comme je te disais, c'est ce qu'on fait. Ouais. Donc ça, on l'avait. Maintenant, on est en train de tester autre chose. On verra ce qui marche. Et puis, si on a des créas, on est convaincu que ça va marcher, que pour une raison X ou Y, Facebook ne veut pas la diffuser. Bon, je pense qu'on relancera une ABO ponctuelle pour dire attends, pourquoi est-ce qu'ils ne testent pas cette créa, elle a l'air top. Et puis, on verra si on avait raison ou tort de. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, vous testez, comme beaucoup, vous testez aussi la façon de tester les créas. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de vérité absolue là-dessus. Ouais. Et ce que je retiens vraiment notre quoi. Tu vas dire comme ils sont en permanence en train de modifier leur algo, ouais. tu as intérêt à tester au max, de tester toujours et de remettre. Les recettes d'aujourd'hui ne sont pas les recettes de demain, tu vois. Et c'est pour ça que tous les trucs de dire la créa doit faire moins de 30 secondes et tout. Moi, je pense que c'est pas pertinent. Moi, mon point de vue, c'est simplement. Il y a des vidéos, tu as envie de les regarder, même si elles durent 5 minutes, parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles provoquent de l'émotion, parce que machin. Et en fait, les créas en dessous de 15 secondes, c'est les créas chiantes. Enfin, tu vois, si tu as une créa qui est chiante, c'est sûr, il faut qu'elle dure pas longtemps. Mais ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est en effet, t'as pas beaucoup de choses à raconter, mis à part dire achète le produit, ou alors il est fait avec tels ingrédients et tu lances la vidéo, quoi. Ouais, après, tu vois, des gens, ils passent un temps infini sur YouTube à mater des vidéos parce que les gens, ils racontent des trucs intéressants. Donc, la question, c'est plus comment est-ce que toi, tu racontes un truc intéressant plutôt que appliquer une recette. En gros, si tu arrives à raconter un truc très intéressant en 15 secondes, c'est super. Il y a des vidéos qui sont super virales, qui durent pas longtemps parce que, en fait, en 15 secondes, tu as tout compris et ça t'a fait marrer ou ça t'a fait, ça t'a ému, et c'est top. Mais parfois, tu as besoin de plus d'espace pour raconter un truc. Et si c'est bien raconté et que c'est intéressant, tu auras des gens qui regarderont. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, j'ai appris plein de choses, plein de trucs dans ce que tu m'as dit, donc merci. Et ce que j'ai vraiment retenu par rapport au testing, ce que je voulais vraiment synthétiser, c'est que vous utilisez la fonctionnalité la fonctionnalité A/B test pour obtenir des insights, donc notamment le fait de tester la couleur d'un bouton. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et aussi, vous changez votre façon de tester les créas. Donc, peut-être qu'auparavant, vous aviez la campagne de test ou une campagne bio, et aujourd'hui, vous les mettez toutes dans la campagne CBO. Si elles prennent, c'est très bien. Si elles prennent pas, bon, voilà, on laisse tomber. Ou alors, si on veut vraiment la tester, on fait une campagne à part. Donc, très bien résumé. Et écoute, je pense qu'on va tout doucement terminer cette partie, en tout cas, qui était hyper intéressante, à moins que tu veux rajouter quelque chose sur la créa. Non, je pense qu'on a bien couvert. Ok. Écoute, j'ai encore 2 dernières questions. C'était encore un peu de temps là-dessus. Je vois que l'heure tourne et on a déjà pas mal parlé. Mais l'avant-dernière question, c'était qu'est-ce que vous avez changé à votre site pour améliorer le taux de conversion? Tu nous as parlé du passage au headless. Et ensuite, on parle rapidement de 2023. Est-ce que vous voulez faire? Ouais. Donc, passage au headless. Donc ça, on a fait ça avril-mai 2022. Ouais. C'était un des gros leviers, comme je disais, d'amélioration, puisque du jour au lendemain, on a augmenté notre taux de conversion de 60%. Donc, c'est drastique. Enfin, c'est drastique. Hein, c'est vraiment un énorme levier. Globalement, le headless, c'est quoi? C'est historiquement, on avait un site qui était sur Shopify, sur le back-end et le front-end. C'était un Shopify. Donc, quand tu as un template Shopify, enfin, c'est un template qui était custom, mais quand tu utilises du Shopify, en fait, c'est souvent du responsive. Et nous, on avait fait l'erreur de débutant de le designer sur desktop, donc, et pas sur mobile. Et donc, en fait, on avait une version mobile qui s'adaptait pas très bien, enfin, en tout cas, qui n'était pas optimisée. Souvent, quand tu fais ça, en fait, quand tu designes sur desktop, tu as beaucoup d'espace sur un desktop, donc tu racontes plein de trucs. Et sur mobile, du coup, c'est beaucoup trop chargé. Et donc, difficile à lire. Donc, il y avait ça. Il y avait des problèmes de performance. Ça mettait longtemps à charger, etc. Et on a rencontré l'équipe de Nextdoor qui
est en train de développer une solution headless. Donc, le headless, c'est de dire, on décorrèle le back-end du front-end. Maintenant, le back-end, c'est toujours Shopify. Le front-end, c'est Nextstore. Donc, c'est hosté, c'est une autre technologie. Et ils ont une technologie qui est vraiment native mobile. Oui, c'est top. Et donc, toute l'expérience, donc c'est avec un langage de code qui est le React, qui est le langage de toutes les apps. Et du coup, ça fait une expérience qui est très, très proche d'une app. Une application, ouais. Je vous encourage à y aller en version mobile. Vous verrez que le menu est en bas près du pouce, donc comme ce que vous auriez dans une app. On a un scroll qui n'est pas un scroll fluide, mais un scroll TikTok. Chaque fois que vous poussez, vous allez monter dans l'écran. Ouais, c'est ça, monter d'un écran à l'autre, ouais, tout à fait. Avec des performances qui sont absolument dingues. Donc, ça charge hyper vite. C'est très beau, c'est très fluide. Et donc, ça nous a permis aussi de refaire tout le design, de repenser toute l'UX et l'UI de façon mobile, d'enlever beaucoup d'éléments. Et donc, d'avoir une page qui est très, très claire. On a mis juste l'essentiel. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'hypothèse, on savait qu'on avait une version mobile qui n'était pas top. On s'attendait à ce qu'on ait un gain de conversion sur le mobile, ce qui s'est passé. Mais 60%. De 70 sur le mobile et un peu moins sur le desktop. Mais on a quand même eu un super gain de conversion sur le desktop. Et c'est assez intéressant parce que ça montre aussi, parce que du coup, on est reparti du mobile pour la version desktop. Donc, c'est quand même... là, on a deux sites séparés maintenant. C'est plus du responsive. Alors, responsive, c'est un site qui s'adapte. Maintenant, c'est deux sites séparés. Mais ouais, c'est ça. C'est ce qu'on m'a expliqué. Je n'avais pas compris au départ. C'est vraiment deux sites séparés, comme tu dis. On a un desktop et un mobile. Ouais. Mais dans le design du site desktop, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on avait fait en mobile. On a beaucoup simplifié. Et donc, on a vu aussi des gros gains de conversion là-dessus. D'accord. Donc, ça, c'était avril-mai. OK. Et c'était après l'offre ou avant l'offre? Enfin, le changement d'offre. Après l'offre. D'accord. OK. Bah, c'est juste ça. Donc, à moins que tu aies autre chose à rajouter, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Non, mais voilà, donc c'est vraiment une super solution. Ça cartonne. Et après, je pense que c'est quand même bien potentiellement d'avoir un dev en interne quand on fait ce truc-là. C'est un peu moins. Et ça s'adapte. Enfin, c'est pas. Je conseillerais pas ça à quelqu'un qui lance son e-commerce. C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est plutôt pour les marques qui sont plus matures. Ouais, dès qu'on a un e-commerce qui fait quelques millions d'euros de CA, là, ça peut quand même de commencer à investir là-dessus parce que tu dépenses de l'argent pour driver du trafic sur ton site. Et finalement, en fait, tout le monde se plaint que les CPM, ils augmentent, c'est vrai. Mais du coup, quand les CPM augmentent, c'est un truc qui est externe que tu contrôles pas. Enfin, que tu contrôles en t'exposant moins, en changeant de plateforme ou quoi. Mais faut se dire, comment est-ce que je deviens meilleur à d'autres endroits? Donc, il faut devenir meilleur sur la créa pour que les gens cliquent plus. Donc, pour quand même qu'il y ait sur 1000 de personnes qui voient ta créa, il y en a plus qui cliquent. Ça te permet de faire baisser ton coût par clic. Et après, tu as un site qui soit optimisé pour que quand tu as des gens qui arrivent sur ton site, vu que tu les payes cher, qu'ils passent une commande. Ouais, totalement. Très bien dit. Et juste rebondir sur ce que tu avais dit. Donc, si tu fais moins d'1 million, toi, tu conseilles pas le headless. Si je comprends bien. Ça dépend, mais... si c'était à refaire. En gros, disons que nous, ça marche bien aussi parce qu'on a une équipe technique en interne. Oui. L'avantage du template Shopify, c'est que c'est quand même très self-service. La Nextstore est en train de développer un outil qui s'appelle le Builder qui permettra de créer des pages en drag and drop. À ce moment-là, c'est vrai que ce sera aussi quelque chose que des équipements techniques pourront utiliser. Mais jusqu'à maintenant, il faut quand même avoir un petit peu de gens techniques chez toi. Donc, tant que tu n'as pas recruté ces équipes-là ou que tu n'as pas une agence avec qui tu peux confier ce genre de choses, rester sur un template Shopify où tu peux tout modifier hyper facilement toi-même, c'est pas une mauvaise idée. J'ai compris. Ouais, c'est quand même un poste de dépense. J'ai compris. Très, très clair. En fait, c'est un poste de dépense. Donc, les dépenses sont fixes. En gros, disons que tu as une dépense qui est fixe, qui est ton coût de ta team ou de ton agence, machin. Ouais. Et tu as un bénéfice qui est variable en fonction de la taille de ton business. Parce que 60% de conversion, si tu as 5 clients, ça fait, tu passes de 5 à 8. 7 à 8, ouais. Mais du coup, ça couvre pas les dépenses. Si tu passes de 50 000 à 80 000, ça couvre les dépenses. Ça couvre les dépenses. Ouais, je t'entends. T'as raison. Et c'est très clair comme calcul. Et c'est ça que je voulais voir avec toi. C'est en effet, est-ce que cette solution-là vaut le coup pour les marques un peu moins matures? Donc, tu as l'air de dire moins d'1 million, ça se discute puisque ça dépend un peu de l'équipe que tu as en interne et de tes coûts fixes. Ouais. OK. Dernière question pour toi. Pour 2023, qu'est-ce que vous comptez faire?
pour soit garder vos CPA équivalents, soit encore les diminuer, scaler vos dépenses? C'est quoi qui est prévu sur Facebook Ads, bien sûr? En gros, je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait bien. Donc, toujours plus de créa, plus de déclinaisons, tester de nouvelles choses d'un point de vue créa. Donc, voilà, la Content Factory tourne à plein régime. À scale, ouais. C'est chouette. Et après, le gros projet, c'est de dire, maintenant qu'on a des ads qui sont quand même bien optimisés, comment est-ce qu'on optimise la partie d'après? Donc, on a optimisé notre site au global, mais je pense qu'il y a une next step qui est de mettre des landing pages spécifiques en fonction des ads pour raconter quelque chose qui correspond au contenu de l'ad. Aujourd'hui, les gens, ils arrêtent sur notre page produit, peu importe l'ad qu'ils aient vu. Alors que si tu as une ad qui est très engagée écologiquement, peut-être que tu as envie de mettre beaucoup plus en avant ton côté l'impact écologique. Si tu as une ad qui est très axée sur le prix, peut-être que tu vas mettre très en avant justement ces éléments de décomposition de prix dont tu parlais. Bref. Et donc, essayer d'adapter la page sur laquelle tu arrives en fonction de l'ad, c'est le gros projet sur lequel on va bosser cette année. Ouais, parce qu'on le voit en effet comme un prolongement de la publicité. C'est pas juste se dire c'est l'ad est verte, il faut que la landing page soit verte, c'est aussi adapter les arguments. Ah ouais, complètement. C'est pas juste de la cosmétique, c'est vraiment réfléchir à différentes façons de raconter ton histoire et voilà. Le plus en plus, tu vois, tu disais les marques, c'est un média. En fait, je dirais plus les marques, c'est faut que ça raconte une histoire. Et donc, comment est-ce que en fait, nous, on a une histoire centrale, mais on a 1000 façons de la raconter. Et donc, en gros, comment est-ce que sur ton site aussi, tu continues à raconter ton histoire différemment? Et finalement, c'est vrai que tu te fais chier à faire plein de déclinaisons d'ads pour différents trucs tout con, mais tu as une ad sur TikTok. Ouais. Tu vas pas mettre en avant le fait que Marie-Claire recommande 900K. Parce qu'en fait, la personne qui est sur TikTok, elle lit probablement pas Marie-Claire. Et donc, oui, je vois. Donc, en fait, tu as une ad TikTok, on va plutôt dire, il y a tel TikToker qui a testé, regarde la vidéo, elle est trop marrante. Bien vu. Donc, c'est des trucs comme ça, de dire, en fait, tu passes du temps sur tes créas, à optimiser tes créas en fonction de la plateforme avec plein de messages différents, et après, tout le monde arrive sur la même page, ça n'a pas trop de sens. Et donc, demain, en fait, il faut que limite, et à terme, tu vois, le rêve, c'est que chaque personne, chaque ad arrive sur une page qui est hyper optimisée pour cette typologie de personnes. Ouais, la vision, exactement, pour la typologie de personnes en question. Ça, c'est encore plus dur parce que c'est le ciblage, on contrôle pas tout dans Facebook puisque déjà, tu sais que vous êtes en broad. Ouais. Mais ok, écoute, si tu veux, je te réinvite l'année prochaine sur le podcast pour reparler de ça et voir si ça a bien marché et s'il y a d'autres choses que vous avez découvert. En tout cas, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je te remercie encore une fois. C'était un plaisir de t'avoir. Je trouvais ça génial. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. J'ai passé un super moment. C'est trop cool. Et c'est bien de pouvoir rentrer dans les trucs techniques un peu. Là, on a rentré, je pense qu'on est rentré dans la technique. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour qu'on creuse un peu le sujet. Mais encore une fois, comme j'apprenais des choses, je voulais encore t'en poser des questions tant que je savais sur le podcast. Du coup, ça m'amène à te demander où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te recontacter ou en tout cas te suivre sur les réseaux et bien sûr découvrir les produits de 900K. Ouais, je pense que déjà la première chose, c'est de passer une commande sur 900K pour faire l'expérience du funnel et puis voir toute la partie CRM dont on n'a pas parlé, mais qu'on a beaucoup fait aussi. Et après, je suis sur LinkedIn. On va dire que c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif, mais je suis pas très actif. Et en vrai, je réponds assez peu parce que j'essaie d'être très focus. Ok. Voilà, par mail, emric@900.fr, ça peut marcher, mais j'essaie de répondre plus par mail sur LinkedIn. Pour le coup, il y a peu de chances que je réponde, mais on peut toujours essayer. D'accord. Bon, écoute, on va te suivre quand même sur LinkedIn. Peut-être que tu publieras plus de contenu. Donc, on mettra dans les notes de l'épisode et ton adresse email. Bon, voilà, vous l'avez entendu. Et l'URL du site, on la mettra également dans les notes. Merci beaucoup, Emric. Merci beaucoup, Daniel. C'était un plaisir. C'est un plaisir également. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao.